Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de mai. Ce soir, nous allons donc vous présenter tous les jeux qui vont sortir au mois de mai, comme d'habitude. Petit changement quand même par rapport à d'habitude, nous allons vous présenter donc tous les jeux qui vont nous faire envie, qu'on pense qu'ils méritent qu'on mette en avant. Et ensuite, nous allons faire un petit nouveau programme, une petite chose qu'on va appeler le Pitch Express, où nous allons tout simplement en fait, présenter tous les jeux que nous n'aurons pas parlé à ce moment-là, très rapidement, juste pour vous dire, ça sort. Bienvenue dans les futures sorties du mois de mai. On commence avec le 3 mai. Donc le premier jeu, c'est Diciasset 17. Alors, Diciasset 17, petit jeu de chez Helvétique qui va arriver, le format un petit peu habituel là qu'ils font. Donc Diciasset, c'est un jeu qui va donc être édité par Helvétique. L'auteur c'est Menotoshi Arigaya et l'illustrateur c'est Petra Eriksson. Voilà. On va être sur les petits jeux de leur gamme. Donc là, on est plus sur du jeu d'ambiance, très clairement. Le principe du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va avoir des cartes dans notre main. Ces cartes vont être recto-verso, tout simplement. Sauf que, des fois, on va voir le chiffre. Et des fois, c'est nos adversaires qui vont voir le chiffre. Vous voyez que les cartes sont inversées. Là, par exemple, ici, j'ai un 3, un 1 et j'ai une carte à l'envers. Pareil, là-haut, ici, on a une carte qui a été à l'envers. Et là, pareil, une carte a été mise à l'envers. Voilà. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vais jouer une carte sur l'un des paquets. Et il va falloir essayer de dire que dans le tas, au total, ça fait 17. D'où le nom 17. Ça fait 17 ou plus, tout simplement. Mais le but, c'est que ça fasse pile poil 17. Si jamais, à un moment donné, je pense qu'il y a 17, je crie 17. Si j'ai raison, je marque un point. Si j'ai tort, je perds un point, évidemment. Alors, le jeu est un peu plus fourbe que ça, puisqu'on va avoir des cartes pièges qu'on va pouvoir poser pour piéger nos adversaires. On va aussi avoir des cartes qui vont nous faire changer de sens. On va du coup dire, tu comptes jouer, tu vas rejouer. On va avoir des cartes qui vont forcer un adversaire à poser 2 cartes devant lui. Et c'est un jeu un petit peu de bluff, en mode, est-ce qu'il a posé une grosse carte? Est-ce qu'il a posé une petite carte? S'il a posé ça, ça fait 17 et tout ça. Voilà, c'est vraiment du petit jeu d'ambiance. Voilà, bluff à l'italienne, ils appellent ça. Vraiment tranquillement. À mon avis, il y a marqué 2 joueurs, mais très clairement, c'est du jeu, il faut y jouer à 3-4 minimum. Et voilà, petit jeu d'ambiance, tout ça. On voyait qu'il y a des petits jeux de pénalité, des petits jetons de pénalité qu'on va pouvoir recevoir. Ça, c'est si justement t'es trompé, que quelqu'un a dit le compte bon et que c'était pas bon, que c'était moins ou inférieur, ou quand quelqu'un s'est fait piéger. Et si jamais vous cumulez 2 jetons avec une croix, vous allez perdre un point. Et la partie s'arrête dès qu'un joueur a accumulé 3 points devant lui. Donc on va jouer un nombre de manches, comme ça, petit à petit. On va distribuer les cartes, et on recommence, et ainsi de suite. Et le but, à chaque fois, c'est de poser des cartes et essayer de bluffer notre adversaire. Voilà, tout simplement. Donc petit jeu, tranquillement, on commence, voilà. Bon, c'est pas un jeu que vous verrez sur la chaîne, mais c'est un petit jeu que j'ai trouvé intéressant à vous parler. Donc voilà, Diciasset 17. On passe à Link de chez All the Chaps Games. Alors, Link, donc l'auteur c'est Eric Nielsen, Andrea Meyer, Christophe Hermier et l'illustrateur c'est Stéphane Escapa. Donc c'est le second jeu donc des All Chaps Games, c'est-à-dire ceux qu'on avait fait Focus. Ah, il doit être bien ce jeu alors. Et en fait ce jeu c'est une réédition d'un vieux jeu qui existait déjà, un jeu d'ambiance totalement, 4 à 8 joueurs, association d'idées. Le principe du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, admettons qu'on joue à 4 joueurs, il va y avoir 2 joueurs qui sont des espions. Et ils vont devoir se retrouver. Chacun sait que c'est un espion, mais ils ne savent pas qui est l'autre. Et il va y avoir 2 autres joueurs qui, eux, vont essayer de s'incruster dans la conversation. Et en fait, les espions, ils ont devant eux une liste de mots. Et il y a un mot qu'ils ont en commun. Ils le savent. Je vous dis n'importe quoi, le mot en commun, c'est jeu de société. Voilà. Et ils savent tous les deux que c'est le mot jeu de société qu'ils ont en commun. Ils vont devoir essayer de se retrouver. Comment ils vont essayer de se retrouver? Ils ont un petit calepin et ils vont écrire un mot qui est en rapport avec leur mot de passe pour pouvoir se comprendre et se dire ok, c'est toi l'espion, c'est toi mon collègue à ce tour. Le problème, c'est qu'on a 2 autres personnes qui, eux, ne connaissent pas le mot de passe. Mais par contre, ils vont voir les mots que vous allez écrire. Et du coup, ils vont venir se mêler à la conversation en essayant de mettre un mot qui a un rapport avec ce que vous venez d'écrire. Pour un petit peu venir brouiller les pistes, tout simplement. On va faire un tour comme ça, chacun va écrire un mot. Ensuite, on recommence, on réécrit un mot un deuxième tour. Et une fois que c'est ça,
on désigne 1, 2, 3, et on désigne 2 personnes qu'on pense qui sont les espions, tout simplement. Donc évidemment, si moi-même je suis espion, je vais me désigner moi-même, et je vais essayer de trouver le collègue qui était l'espion avec moi, et les autres, ils vont essayer de désigner les 2 espions, tout simplement. Et on marque des points si oui, on a trouvé les espions, si les espions se sont retrouvés. Le jeu, c'est aussi simple que ça, donc c'est une réédition, c'est plutôt sympa, et c'est une édition plutôt bien faite. Chaque joueur a son petit carnet, on choisit un chiffre au hasard entre 0 et 100, ça donne un mot de passe, et il y a des carnets qui n'auront pas ce numéro, tout simplement, ça veut dire que ce ne sont pas les espions en ce tour, tout simplement. Et donc voilà, c'est plutôt assez malin, c'est efficace, vraiment du jeu d'ambiance pour rigoler, pour s'amuser, des parties très courtes, hein, on est sur 10-15 minutes de partie, et on passe, voilà, je pense, un très très bon moment, et franchement, je pense que c'est quelque chose de très agréable à jouer, en jeu à barre, par exemple, voilà, des choses comme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur Link. On passe à Middle Ages de chez Studio H. Alors, Middle Age, donc l'auteur c'est Marc-André, l'illustrateur c'est Claire Conan, et donc l'éditeur Studio H. Qu'est-ce que nous allons faire dans Middle Age? Middle Age, en fait, c'est une réédition du jeu Majesty. Voilà, pour ceux qui connaîtraient Majesty, c'est tout simplement une réédition de ce jeu, une refonte hein, même complète de ce jeu. Vous voyez, c'est écrit d'ailleurs ici. Qu'est-ce que nous allons faire donc dans Middle Age? En fait, nous allons être des petits chevaliers, des nobles, et nous allons en fait tout simplement nous poser sur une tuile. Chacun se pose sur une tuile, on récupère la tuile, et on vient la poser dans notre domaine. Chaque tuile va avoir une action particulière pour gagner de la thune. Le but du jeu, c'est gagner de la thune. Le joueur à la fin de la partie qui a le plus d'argent, la remporte. Les tuiles vont être posées à un système assez connu à la King Domino, avec des puissances qui vont être posées, par exemple la 1 est en haut, la 2, la 3, la 4. Et plus la tuile va être en bas, plus la tuile va être puissante. Par contre, le problème, c'est que si je me place en bas, je vais être le dernier joueur à jouer. Voilà. Donc il y a aussi un petit côté, voilà, un peu comme dans King Domino, pour le coup, si je me place là, ok, je prends la plus forte, mais par contre, je ne joue pas en premier et je ne pourrai pas bien me placer sur la tuile suivante. Donc il y a toujours des petits dilemmes, des petites choses. Il y a une interaction assez forte sur certaines tuiles, puisqu'on va pouvoir s'attaquer, se détruire des tuiles adverses. Il va y avoir des tuiles qui vont nous permettre de réparer. Il va y avoir des tuiles où on va cumuler des moulins pour cumuler des trésors et gagner des revenus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les effets possibles, mais en gros, quand on pose une tuile, tout simplement, on va faire l'effet de la tuile et on va aussi faire l'effet en fait de la colonne où on se place, tout simplement. Voilà. Et évidemment, plus on va se spécialiser dans quelque chose, plus on va être efficace là-dedans, mais plus les adversaires vont le voir, etc. Il va y avoir aussi ici des événements, parce que le jeu se déroule en 3 manches, et à la fin de chaque manche, un événement est déclenché. Les événements sont connus dès le début de la partie, et à nous d'anticiper par rapport à l'événement pour essayer d'être le plus efficace possible. Voilà, tout simplement. C'est un jeu qui me fait penser un peu à Holtré sur le design, parce que les chevaliers font vraiment penser aux chevaliers de Holtré, en tout cas, moi qui ai beaucoup aimé Holtré, c'est vrai, et puis c'est Studio H aussi Holtré, donc forcément. Ah oui, c'est vrai. Et donc du coup, on voit un petit peu la touche de l'éditeur pour le coup. Donc c'est un jeu qui a l'air très agréable, très sympa, la qualité d'édition m'a l'air bien. Est-ce que c'est un jeu qui à 2 joueurs tourne bien? Je ne suis pas sûr, je sais pas, j'ai un doute. J'ai l'impression qu'il tourne un peu mieux parce que vu qu'il a l'air d'avoir une interaction et tout ça, j'avais eu 2-3 reproches aussi d'un côté peut-être un petit peu win-to-win. Il est dur de rattraper quand on est en train de perdre totalement voilà, sur ce jeu. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, sachez que ça sort. Middle Age. On passe à Neotopia de chez Matago, Neotopia. qui est magnifique. Ah oui. Oh, il n'y est pas le matos. Donc l'auteur est Orlando Sa André Santos et l'illustrateur est Thiago Lobo Pimentel. Et donc Neotopia, c'est un jeu qui a déjà fait un petit peu parler de lui, puisque vous savez que le passe-temps, on l'avait un petit peu sorti en avant-première. Et quel est le principe de Neotopia? En fait, le principe, c'est que vous allez devoir essayer de faire des figures. Des figures, tout simplement. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous avons ici 3 zones. Voilà, 3 zones. Et nous allons essayer de poser ces petits jetons, là, dans ces zones, afin de faire des figures. Si on arrive à faire des figures qu'on a dans notre main, qui sont symbolisées par des cartes, on la révèle et on marquera un nombre de points instantanés. Voilà. Comment fonctionne très rapidement la mécanique du jeu? En fait, à mon tour de jeu, je vais prendre ici l'une des pièces qui est présente ici, sur les côtés, et je vais la faire glisser ou à gauche ou à droite, tout simplement.
Et j'ai un nombre d'actions, je crois que je fais 2 actions à mon tour. 2 ou 3 actions, je ne sais plus. Je fais 2 ou 3 actions à mon tour. Et donc une action, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ou de prendre une carte. Alors là, on ne voit pas la rivière de cartes, je vais vous montrer juste après les cartes, pour récupérer ces fameux objectifs en fait. Ou alors tout simplement prendre une pièce et la déplacer à gauche ou à droite en fonction où on est situé. À chaque fois, nous allons jouer dans les 2 zones. Et on doit se placer forcément adjacent à une zone. Il y a ici des petits jetons, dès qu'on pose dessus, on récupère le bonus. Si jamais on fait une forme, on la révèle, tout simplement, et on dit voilà, j'ai fait cette forme, je marque mes points de victoire. Ici, tout simplement, les pièces vont venir compléter une fois qu'on a pris. Et dès qu'on a fini une tuile, on va en révéler une nouvelle qui va nous dire quelles sont les pièces que nous allons devoir remettre dessus, tout simplement. Voilà. La partie s'arrête quand, à un moment donné, il y a des zones qui sont pleines. Et on fait le scoring final. Et le scoring final est assez intéressant parce qu'en fait, chaque pièce symbolise une couleur qu'on joue aussi, en plus des formes. Par exemple, si moi je joue vert et Gaëlou joue rouge, Gaëlou va marquer ses points par rapport au nombre de rouges qu'elle possède dans chaque zone. Tout simplement. Mais, le petit twist intéressant, c'est que la troisième zone, celle où j'en ai le moins, je ne vais pas marquer une fois mes points, mais je vais marquer 3 fois mes points. Du coup, je vais essayer d'équilibrer mes zones au maximum pour qu'à la fin, celle qui est ma plus petite soit finalement presque ma plus grande si j'arrive à faire une égalité, pour marquer encore plus de points. Voilà. Donc là, vous voyez ici les personnages et les tuiles. Et ici, c'est le scoring quand on se déplace pour marquer les points de victoire. Et je cherchais des cartes. Voilà, ici par exemple, vous allez avoir une forme. Vous voyez là par exemple, le joueur a fait cette forme-là ici. Il a révélé, il a marqué 3 points de victoire, tout simplement. Les victoires sont placées, les cartes sont placées ici dans les zones où elles ont été effectuées. Voilà. Donc c'est un petit jeu très malin, très efficace. On est sur une petite demi-heure de partie environ. Et ça a l'air vraiment très très envie. Ça, c'est un jeu qui nous fait très envie tous les deux. Oui. Très clairement. Donc si on peut vous le présenter sur la chaîne, celui-ci on vous le présentera parce que c'est vraiment un jeu qu'on a envie de vous parler. Il fait partie des jeux, je pense, qui nous hype le plus au mois de mai. Voilà. C'est vraiment un jeu avec un matos ouf, une mécanique super intéressante, un peu abstraite comme j'aime, une petite gestion de cartes, et ça a l'air vraiment très redoutable, et en plus c'est très joli. Donc celui-ci, on essaiera de vous le présenter. On passe à Trekking Truth History de Underdog. Exactement, l'auteur c'est Charlie Bink, l'illustrateur c'est Eric Ibeler. Et donc, Trekking Truth History, donc Underdog, c'est un des studios qui est représenté par Asmodee, enfin en tout cas c'est distribué par Asmodee, et c'est un jeu dans le voyage dans le temps. Voilà, nous allons voyager dans le temps, nous sommes des voyageurs du temps, et nous allons faire un voyage à travers l'histoire, tout simplement. Quel est le but du jeu? En fait, finalement, c'est un pur jeu même pas de collection de cartes, mais de gestion de cartes, j'ai envie de dire. Parce que vous allez avoir ici, en fait, une rivière, tout simplement. Et le jeu, nous allons faire 3 voyages, en tout, 3 manches, plutôt. 3 périodes, si vous préférez. Nous allons avoir 3 paquets qui sont révélés. Nous allons prendre le premier paquet, nous allons le placer ici, et on va jouer cette période complète. Une fois qu'on a fini, on prend le deuxième paquet, on recommence, et ensuite le troisième. Et c'est la fin de partie. Comment on marque des points, comment ça se passe? Et en fait, nous allons sélectionner des cartes. Alors, je vais vous montrer ça un peu plus près. Donc là, les cartes que vous allez ici, en fait, on va en sélectionner une. Donc vous voyez, ces cartes symbolisent les années. On a 500, 1493, 3500. Donc là, vous voyez, on parle vraiment dans le futur. C'est 3500 avant ou après Jésus-Christ. C'est 3500 avant Jésus-Christ, là, pour le coup, je pense, vu le... Ouais, comment c'est fait? Je sais pas, j'arrive pas à voir ce que ça représente. Bon, en tout cas, ça va symboliser en fait les années, voilà, qui passent, que ce soit dans le futur ou dans le présent ou dans le passé. Je vais récupérer une de ces cartes, je la pose tout simplement, et c'est vraiment tout bête. Sur les cartes, il y a un jeton rouge, un jeton jaune, pardon, un jeton vert. Je récupère un jeton jaune, un jeton vert, et je viens les poser ici sur ma petite carte. Et je vais essayer de remplir mes colonnes. Parce que dès que j'ai rempli des colonnes et que j'ai touché là, par exemple ici, je marque 3 points, ici je marque 4 points, ici je marque 2 points. Et là, je vous doutez bien que si j'ai réussi à remplir ma ligne, je marque 11 points. Donc je vais essayer de choisir ma carte en fonction pour gagner des petits jetons, tout simplement. Et en plus, ces cartes, je vais les mettre dans l'ordre croissant. Donc en fait, je vais essayer de prendre des cartes qui vont essayer de faire un voyage dans l'ordre croissant, allant du passé jusqu'au futur. Pourquoi? Parce que à la fin de mon voyage, là par exemple ici j'ai un voyage à 3, et vous voyez ici j'ai un petit truc qui me dit voilà, un voyage à 3, ça te rapportera 2 points en fin de partie.
Donc plus je fais un voyage long et chronologique, plus je vais marquer de points. Si jamais à un moment donné je casse mon voyage, là par exemple j'ai 1835 et je récupère 1400 sur 93. Du coup c'est plus bon, ce voyage est arrêté, je le pose là, je marquerai mes 2 points à la fin de la manche et je recommence un nouveau voyage. Du coup le but du jeu ça va être d'essayer de faire le voyage le plus long, tout en essayant de récupérer les cartes avec les jetons qui m'intéressent pour la remplir. Comment ça marche un tour de jeu et les actions? En fait, on a ici des petites boussoles. Je vais me déplacer d'un nombre d'actions en fonction de la carte. Chaque carte a un nombre ici. C'est le nombre de cases que je vais me déplacer si je prends cette carte. Donc si je prends cette carte, je me déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va être une mécanique comme à la BD Marchand. Le dernier joueur qui est derrière, c'est celui qui joue. Et ça s'arrête. La manche s'arrête dès qu'on est tous posés ici. Tout en haut. Voilà. Si jamais on arrive à s'arrêter pile poil ici, on fait un pile poil. Et on marquera 3 points de victoire supplémentaires. Tout simplement. On fait nos 3 voyages comme ceci. On va avoir ici des petits cristaux temporels qu'on va pouvoir défausser pour dire au lieu que ça me coûte 4, ça me coûte que 3. Voilà, ça permet de réduire, de faire un peu plus d'action. Si jamais on est l'un dessus l'autre, c'est toujours celui qui est dessus qui joue, tout simplement. Et la manche s'arrête dès que tout le monde est arrivé en haut. On fait le décompte des points des voyages, on recommence une deuxième manche, on recommence une troisième manche. Et ensuite, on fait le scoring total. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Tout simplement. Voilà ce que c'est donc Trekking from History. Je vous avoue que j'étais très hypé par ce jeu par rapport au thème, parce que moi le thème voyage dans le temps ça me parle, j'aime beaucoup ce thème. Et je vous avoue qu'en ayant découvert les règles et plus précisément j'étais un peu moins hypé, parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était un thème au final assez plaqué. J'ai l'impression qu'on va pas ressentir le thème dans le jeu. Alors le jeu est très joli, la mécanique est finalement très simple, on est vraiment sur du familial pour moi. Et finalement, du coup, je m'attendais à un jeu plus initié, voire début expert. Et en fait, on a finalement un jeu familial avec un joli matos et un thème que j'attendais beaucoup et qui finalement a l'air relativement peu présent. Puisqu'au final, c'est juste, je prends une carte, je pose. Et je pense les choix vont rester finalement assez limités. Puisqu'on va essayer de faire le plus long voyage. Donc si on a la possibilité de faire le plus long voyage, on va forcément prendre une carte qui va nous faire agrandir notre voyage, je pense. Donc du coup, à voir, je n'y ai pas joué. Si je peux vous le présenter sur la chaîne, je vous le présenterai avec plaisir, mais je vous avoue que du coup j'y vais un peu plus avec un mouvement de recul, et faudrait que j'y joue pour voir. Voilà ce que je peux vous dire sur Trekking from History. Monstre Lucius. Monstre Lycius, Lycius de chez Repos Productions. Donc l'auteur c'est Richard Garfield, qui n'est d'autre que l'auteur de Magic ou de King Domino, King Tokyo. Et il n'y a pas d'illustrateur, ou en tout cas pas écrit l'illustrateur, donc je ne sais pas qui est l'illustrateur de ce jeu. Et Montrolius c'est un jeu de joueurs, tout simplement, un petit jeu de joueurs très familial. Le but, nous sommes des monstres, moi je vais jouer les monstres bleus, Galou va jouer les monstres roses, et nous allons essayer de gagner des gâteaux. Voilà. Nous allons essayer de nous battre pour des gâteaux. Et les gâteaux, ils sont numérotés de 1 à 10. Et c'est très simple, si je remporte le gâteau à 10, je marque 10 points. Si je remporte le gâteau à 1, je marque 1 point. Voilà. On va jouer comme ça, et à la fin de la partie, on regarde celui ou celle qui a le plus de points, et il a gagné, tout simplement. Comment on va jouer? En fait, à mon tour de jeu, je vais piocher une carte monstre, que mon adversaire ne sait pas. Les monstres sont numérotés de 1 à 12. Et je vais pouvoir jouer mon monstre, face cachée, sur une zone. Le problème, c'est que du coup, mon adversaire, il a mis là. Par exemple, j'ai mis, on va dire, le monstre 6 sur le 3. Ok. Mon adversaire, il va piocher, il va pouvoir jouer. Donc, il va pouvoir ou jouer sur un autre gâteau, ou il va pouvoir dire, écoute, ce gâteau que tu t'es mis, il m'intéresse. Donc, je me mets là aussi. Du coup, il y a un duel qui se fait, forcément. Il va falloir voir ce qui se passe. Du coup, celui qui vient se mettre en face, il met sa carte face visible. Et lui, par exemple, il va poser le 4. Du coup, à ce moment-là, mon adversaire, il va regarder sa carte, il s'en rappelle plus. Et il va juste lui répondre, je t'ai battu ou tu m'as battu. Alors s'il a battu, il a des fausses. Et s'il a battu, c'est moi je défausse ma carte. Du coup, ça va me donner un indice. Ok, j'ai posé un 4, tu m'as battu, donc je le montre que tu as posé là, il est supérieur à 4. Mais lequel c'est? Sachant que chaque carte on peut compter les cartes, quoi. Alors je sais pas combien de cartes il y a de chaque, mais je sais qu'on peut compter les cartes, tout simplement. Donc on peut très bien savoir si le 6 il est tombé, il ressort pas. Hein, voilà, on sait que le 6 est tombé. Alors je dis que c'est des cartes, mais je crois bien que c'est carrément des tuiles en carton même, hein, finalement. Parce que c'est très épais. Ah oui, c'est vrai. C'est très épais, et je crois que c'est vraiment une de chaque, le principe. Et donc, du coup, on va pouvoir jouer avec un peu du bluff et tout, parce que, par exemple, je vais poser un énorme monstre ici, un 12.
Et mon adversaire, il va dire, vas-y, il a jamais posé son 12 là, je vais poser un 6, je vais le battre, et comme ça, je vais le virer. Et là, tu vas dire, non, t'as perdu, et autant tu vas réassister, tu vas perdre. Et finalement, peut-être que tu vas juste poser un 2 sur le 10, et ton adversaire, il va jamais oser aller le voir, parce qu'il va se dire, oh, il a posé un énorme sur le 10, c'est sûr, il a posé un énorme. Donc du coup, il y a vraiment un petit côté bluff, et en même temps un petit côté comptage, parce que à force de voir les monstres se faire éliminer, eh ben, on peut déduire ce qui reste. En disant, ok, ben là, il m'a battu avec un 4, donc forcément, là, ça peut être qu'un chiffre comme ça. Là-bas, du coup, ben, j'en déduis que c'est peut-être un petit chiffre, donc peut-être qu'il a essayé de me bluffer, etc. Donc du coup, c'est vraiment un petit jeu malin, stratégique, qui m'a l'air très intéressant. Je pense que c'est des parties qui doivent durer quoi, 10-15 minutes, hein, à peu près, voilà, 10 minutes annoncées. Et bah, ma foi, je vous avoue que ça m'intéresse. Moi, ça me plaît bien. Je pense que ça peut être très drôle à présenter sur la chaîne. Donc, bah, si on peut vous en parler, celui-là aussi, ça serait vraiment avec un grand plaisir. Voilà ce que je peux vous dire sur Monstrolicious. On passe à Next Station Paris de chez Blue Orange. C'est un nouveau Next Station. Voilà, pas énormément de grand chose à dire de plus pour le coup sur celui-ci. Next Station Paris, c'est juste un jeu, alors on va quand même dire que l'illustrateur c'est Maxime Morin et donc l'auteur c'est Matthew Dunstein. On reprend les mêmes mécaniques que King of Tokyo et Next Station Tokyo et Next Station London. Celui-ci est un peu plus simple, c'est peut-être le plus familial des trois. Alors lui, il va être un peu plus simple parce qu'il va rapporter cette mécanique là justement des croisements qui vont être un peu plus simples à faire. On va marquer les points plus simplement, voilà. On va dire que si vous cherchez, que vous trouviez Next Station London un peu dur, bah allez sur Next Station Paris qui sera, voilà, peut-être vous contenter un peu plus. Star Wars Bounty Hunter. Les Bounty, ça me donne envie. B-O-U-N-T-I. Donc Star Wars Bounty Hunter, donc je pense un jeu pour le coup qui fait partie des jeux qui hype pas mal ce mois-ci. On a pas mal entendu parler parce qu'il y a eu une grosse pub faite par Asmodée sur ce jeu-là. Donc, chez Asmodée. Exactement. Donc l'auteur c'est Frédéric Henry et l'illustrateur c'est Derek Loffman. Donc un jeu dans le thème de Star Wars. Sauf que cette fois-ci, par rapport à d'habitude, où on pourrait avoir l'habitude d'incarner les rebelles, etc., nous allons incarner des chasseurs de primes. Les chasseurs de primes, donc c'est ceux qui sont là pour... sont un peu neutres, ils vont voir les gens qui leur payent le mieux. Tu me payes, je fais ce que tu me dis. Voilà. Et du coup, leur mission, ça va être de capturer des rebelles, la plupart du temps. Là, par exemple, dans cet exemple, c'est Chewbacca qu'on va essayer de capturer. Donc en fait, le jeu, il y a 4 paquets de cartes. On va voir ici le paquet rebelle, qui vont être un peu des objectifs qu'on va essayer de capturer. On va voir ici le paquet chasseur de primes. Donc, c'est des chasseurs de primes qu'on va pouvoir engager pour aller capturer les cartes. Ici, on va avoir des objectifs. Et ici, on va avoir des petits robots qui, eux, se font payer par de l'argent pour être recrutés. Et en fait, c'est un jeu qui va être de draft au final, parce qu'en fait, on va avoir 4 cartes en main. Sur ces 4 cartes, on va en sélectionner une. On va passer les 3 autres à notre voisin. Et on va rajouter une des 4 cartes du dessus du paquet dedans. Du coup, on va tout le temps avoir 4 cartes qui vont tourner à chaque fois. Et après, c'est un jeu qui se joue en simultané. Je révèle ma carte et j'applique ses effets. Les effets, c'est simple. On va essayer de capturer. Comment on capture? Vous voyez ici, pour capturer Chewbacca, il me faut 6 verts, un bleu, 2 rouges. Et là, vous voyez, chasseur de primes m'apporte déjà 4 verts et un bleu. Et donc, en fait, vous voyez, c'est les cartes, elles vont venir se connecter petit à petit. On va les connecter. Dès que j'ai atteint les chiffres demandés, je les capturer. À ce moment-là, je marque les points de victoire indiqués en haut à gauche. Par contre, je perds le nombre de points de victoire indiqués par les chasseurs de primes. Par exemple, lui, il me fait perdre 4 points de victoire. Donc j'ai intérêt à calculer mon coût pour savoir comment je gagne mes points de victoire. On peut y ajouter les robots à la place des chasseurs de primes qui, eux, demandent un paiement en crédit au lieu d'un paiement en points de victoire. Et ensuite, on va avoir ici des objectifs qui nous dit, écoutez, si vous arrivez à capturer lui, vous gagnez ça. Si vous capturez elle, vous gagnez ça. Et si vous capturez les deux, vous avez ça en bonus. Voilà. Le jeu, c'est aussi simple que ça. On va tourner comme ça, on va faire des drafts et on va essayer de capturer un maximum de choses. Alors, il y a des petits combos qui peuvent se faire, des petits pouvoirs spéciaux qui peuvent se déclencher quand on capture. Là, par exemple, quand on capture Chewbacca, on gagne un crédit supplémentaire. Et c'est comme ceci qu'on va enchaîner les tours. Tout simplement. Donc, un petit jeu très malin, très efficace. Le draft, moi, j'adore. Le thème de Star Wars, j'adore. Un jeu avec un petit peu de combo, j'adore.
Donc très clairement, c'est vraiment un jeu qui me hype de fou. Alors, est-ce qu'il fonctionne bien à deux? Faudra vérifier parce qu'on sait que le draft à deux, des fois, c'est pas forcément la meilleure configuration. On voit que c'est un jeu qui tourne de 2 à 6 joueurs. Il a l'avantage d'être pas plus long à 2 qu'à 6 puisque c'est un jeu qui va se jouer en total simultané. La phase la plus longue étant la phase où je vais drafter ma carte et laquelle des 4 cartes je choisis. C'est aussi, ça va être un petit peu filou parce que si il y a des cartes qui m'intéressent pas trop, je vais peut-être regarder à mon adversaire qu'est-ce que je vais lui filer. Ah, s'il a cette carte-là, ça va être vraiment très très fort. Bon, bah je vais prendre cette carte, je vais pas lui donner. Moi, je sais pas quoi prendre, mais je prends cette carte forte, au moins mon adversaire, il va pas pouvoir faire son combo de fou avec. Et puis, comme on choisit ce qu'on rajoute, ça va être en mode, allez, tiens, je vais lui rajouter cette carte pourrie, je sais qu'il en voudra pas de toute manière. Et voilà, et on va pouvoir un petit peu embêter aussi nos adversaires. Donc moi, je vous avoue très très hypé. Si je peux vous le présenter sur la chaîne, on vous le présentera, parce que vraiment très 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 envie de vous en parler, de celui-là. Le thème Star Wars a l'air assez présent et change d'habitude de ce qu'on a pu voir. Il y a du Dark Vador, du Luke Skywalker. Non, là on est juste des chasseurs de primes qui allons aller capturer les rebelles. Je trouve ça assez innovant et vraiment assez intéressant. Si on le reçoit, on vous en parlera. Après, c'est pas dit qu'on le reçoive. Voilà ce que je peux vous dire sur Star Wars Bounty Hunters. On passe à Eternitium de chez Omega Games. Alors, Eternitium, donc l'auteur c'est Thomas Carlier et l'illustrateur c'est Baptiste Pérez. Alors, Eternitium, on va faire très vite. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qu'on vous a présenté sur la chaîne. Donc, Eternitium, je vous invite en fait à aller voir la vidéo sur notre chaîne si vous voulez en savoir plus. C'était un Kickstarter, les boîtes arrivent, le jeu est sorti, là ça y est. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Juste, c'est un jeu de deck building. Vous allez faire votre deck et vous allez essayer de défausser le plus rapidement possible vos cartes à l'aide de portails et de formes que vous allez essayer de combiner ensemble. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne pour en savoir plus. On passe à Valrock. Et il y a aussi Valrock 2. Alors, c'est rigolo parce que c'est le deuxième jeu d'Omega Games. Les deux jeux sortent en même temps, qui était aussi issu d'un Kickstarter, qui a mis un peu plus de temps à arriver, lui pour le coup. L'auteur, c'est Thomas Carlier et l'illustratrice, c'est Sophie Garcia. Et Valrock, lui, ça va être un jeu de pose d'ouvrier. Un peu pose d'ouvrier à l'ancienne, j'ai envie de dire classique, comme on les aime en fait. Le principe, c'est que nous sommes des mages, et nous allons essayer de nous battre pour devenir le plus grand archimage, tout simplement. Comment on va faire ça? Et ben, en fait, on va avoir chacun un petit plateau qui va représenter les différents éléments du mage, et nous allons avoir un peu de mana, un peu de magie. Et le jeu, c'est quoi? Je vais avoir des petits jetons, je vais avoir mon magicien et des disciples. Et je vais venir me placer dans les différentes zones du plateau afin d'y faire des actions. Pose d'ouvrier. Attention, certaines actions, il n'y a que mon mage qui pourra y aller. Et à l'inverse, il y a des actions où mon mage ne pourra pas y aller. Alors, je vais pouvoir aller à la taverne pour gagner des sous. Je vais pouvoir aller faire de la magie noire pour essayer de faire des coups fourrés à mes copains. Je vais pouvoir aller à l'arène, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est de dompter des créatures. Pour devenir archimage, je vais devoir réussir à dompter et vaincre 4 créatures. Il y a plusieurs types de créatures. Il y a des créatures dites domptables, des créatures dites, je sais plus le nom, sauvages, je crois, et des créatures dites mythiques. Pour faire la difficulté du jeu, on peut choisir de mettre plus ou moins de créatures mythiques dans notre jeu. Les créatures domptables, ce qui est intéressant, c'est que quand on les affronte à l'arène, on va les garder et on va pouvoir s'en servir après de monture pour améliorer nos mages. Les créatures sauvages, quand on les bat, on est content, et les créatures mythiques, pareil. Et la partie s'arrête en fait dès qu'un des joueurs a vaincu ces 4 créatures. À ce moment-là, on fait le décompte des points. En fonction de ce qu'on a cumulé, on va marquer des points. Alors, en fonction des créatures qu'on a vaincues, en fonction de l'argent qu'on possède, en fonction de comment on est monté sur la puissance. Et voilà. Alors, il y a bien sûr plein d'autres endroits où se placer. On va pouvoir aller ici au sanctuaire où on va miser de l'argent pour les dieux, pour essayer de mettre les dieux avec nous. Donc ici, il y a l'arène. On va pouvoir aller là-haut. Je sais plus ce qu'on fait là-haut, là, de tête. Mais voilà, on va pouvoir faire plein de choses. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisque ce jeu on l'a et on vous le présente en fait la semaine prochaine. Voilà. Donc ça fait parmi les jeux qu'on vous présentera la semaine prochaine et on vous en dira plus donc la semaine prochaine sur Valrock. On passe à Rivage de chez Ketchup Games. Rivage donc, qui sort donc le 10 mai. Donc l'auteur c'est Joachim Thome et l'illustrateur c'est Nayad.
Rivage, c'est un peu alors, c'est pas un roll and white, c'est un flip and white. Je dirais plus Un jeu de cartes. ouais, Carte, je dirais plus un draw and white ou un draft and white, presque même. Parce qu'en oui, fait, c'est vrai. le principe du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va avoir deux cartes en main, comme ceci. Sur ces deux cartes, je vais en choisir une. Je vais cocher la première ligne si c'est la première ligne. Enfin, je vais cocher la ligne qui est en cours. Là, par exemple, si je choisis cette carte, je vais cocher cette ligne d'en bas. Si je choisis la première carte, je vais choisir cette carte. Tout simplement. Si une carte elle est pleine, je la vire et j'en repioche une et je donne les deux à mon voisin. Et mon voisin, lui, va faire pareil avec ses deux cartes et lui, pareil. Et tout simplement, bah, en fait, là, si je coche bleu, bleu, rouge, bah, je vais pouvoir faire mon petit trajet. Je vais explorer mon île et je vais donc cocher un rouge, un bleu, un bleu. Le but, c'est d'essayer d'explorer au maximum des zones. Parce que chaque zone, quand on les explore, va nous faire déclencher des petits bonus, des petits pouvoirs. Voilà. On va aussi avoir des objectifs. Chaque plateau va aussi me rapporter des points de victoire. On a aussi les parchemins, là, vous voyez, les parchemins, c'est les points de victoire. Chaque plateau va nous donner une manière de marquer les points de victoire. Et ce que j'ai trouvé malin dans ce jeu, c'est qu'une fois que j'ai exploré mon île, en fait, je démarre à un port. Si jamais je retraverse l'autre port, je change de carte. Je vire ce plateau et je repioche un nouveau plateau. Ça, c'est excellent. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très malin. Et on continue comme ça et la partie s'arrête en fait quand le paquet de cartes est vide. Tout simplement, dès que le paquet de cartes est vide, la partie s'arrête. On va pouvoir aller piocher dans le sac des petits jetons qui vont donner des petits bonus. On va pouvoir monter dans cette piste aussi pour gagner des bonus. Donc c'est vraiment en fait finalement du jeu roll and white comme on les aime, c'est-à-dire du combo de partout. Ça va comboter de partout, ça se joue en simultané donc ça va très très vite. J'adore ça. On est sur 20 minutes de partie. Alors, faut aimer effacer parce qu'à la fin, c'est un peu comme Super Mecha Lucky Box. Oui, c'est ça. On a tout à effacer, donc voilà, l'effaceur il va à gogo. Mais franchement, c'est très malin. Ça révolutionne pas, je trouve, le monde du jeu de société. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit roll and white à combo comme ça qui ajoute ce petit vent et ce petit twist d'explorer et d'échanger de notre plateau. Je trouve ça assez intéressant. Et pareil sur le dilemme de qu'est-ce que je coche parce qu'on a envie de prendre. Qu'est-ce que je lui donne? Voilà, qu'est-ce que je donne à mon adversaire, qu'est-ce que je coche, sur quelle stratégie je passe. C'est voilà, c'est très malin, c'est très efficace. Et voilà ce que je peux vous dire sur Rivage. On passe à Onyx de chez Blue Orange. Blue Cocker. Blue Cocker, je suis vraiment désolée. En plus, je le sais. Donc l'auteur c'est Florian Siriex et Benoît Turpin. Et l'illustrateur c'est Henri Kermarek. Alors Onyx c'est du jeu d'ambiance et de collection. Et surtout c'est du jeu méchant. Voilà. Faut aimer pas être copain avec ses adversaires. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de collectionner des gemmes. On va essayer de collectionner. Il y a 4 types de gemmes dans le jeu. Les gemmes rondes, les gemmes losanges, les gemmes croix et les gemmes carrées. Dès que j'ai une collection, je les mets sur le côté et j'ai fait une collection. Et je marquerai mes points, évidemment. Comment ça se passe un tour de jeu? Mon tour de jeu, c'est que je vais sélectionner l'une des cartes. Par exemple, je sélectionne celle-ci, j'ai pris la croix. Et j'ai le droit de sélectionner toutes les croix qui sont adjacentes à cette carte. Donc là, si je prends cette carte, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Et je viens les poser dans mes collections. Par exemple, la croix, je pourrais la mettre ici, et là, j'aurais terminé une collection. J'aurais eu mes 4 cartes, je l'enlève. Et l'autre croix, je ne peux pas la mettre là, il y en a déjà une, je ne peux pas la mettre là, il y en a déjà une, je vais donc commencer une nouvelle collection. Terminé, j'ai fini mon tour, ça passe au joueur suivant. Sachant que chaque symbole, quand on le prend, déclenche une action, un petit bonus. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a une qui va me permettre, je crois que c'est le carré, il va me permettre de détruire une carte chez mon adversaire. Il y a la croix qui va me permettre de prendre une carte supplémentaire. Le rond qui va me permettre de faire autre chose. Alors je ne me rappelle plus, mais chaque symbole a une petite signification, un petit bonus. Et on va tourner comme ça, et dès que le paquet de cartes est vide, ici, là, dès qu'un paquet de cartes est vide, c'est la fin de partie. Et on fait le décompte de points de nos collections. Donc du coup, c'est un petit jeu malin, et très clairement, si je peux détruire une carte, là vous voyez, il y a des cartes qui sont même doubles, je vais peut-être pas me gêner de détruire la carte double de mon voisin qui est proche de faire une collection. Voilà. Et du coup, ça a l'air assez malin, assez efficace. Sympa, ouais. Je vois marqué opportunisme, très clairement, voilà, je pense que très clairement l'opportunisme est très fort là-dedans. Et franchement, ça a l'air de bien tourner, voilà, faut aimer faire des petits coups bas à ses adversaires, faut aimer prendre la carte au bon moment. Faut aimer dire prends cette carte sinon lui il va le prendre, ça va pas bien se passer. Voilà. Jeu malin, efficace. Je pense pas que vous verrez ça sur notre chaîne, mais en tout cas, je pense que c'est un jeu qui mérite qu'on parle de lui. Voilà. Onyx. Onyx.
On passe à Temple Code de chez Banquise Édition. Alors, Temple Code, qui est un jeu dont l'auteur est Johan oui. Levé et l'illustrateur est Type. Johan Levé, vous savez que forcément... Pro des jeux de déduction. Voilà, et donc Temple Code n'échappe pas à la règle. Temple Code est un jeu de déduction. Quel est le but du jeu? C'est un jeu qui va presque reprendre le principe du Mastermind, mais un petit peu revisité. En fait, on va avoir ici un... Alors là, on voit pas très bien. Je vais voir si je peux le voir ici. Voilà. On va avoir ici une carte. Vous voyez, on a une carte ici posée sur mon petit socle. Derrière, il y a un code. Vous voyez, là, je vois le code de, de mes adversaires. Mais moi, je vois pas le mien. Le but, c'est que je retrouve mon code. Voilà. Donc, par exemple, si moi, j'étais ce joueur-là, il faut que je retrouve que mon code, c'est jaune, rouge, violet. Tout simplement. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, j'ai deux cartes. Sur ces deux cartes, je vais en choisir une pour moi. Et je vais venir la connecter à cette carte-là. Ici. À un endroit... Quand ça va être connecté, il va y avoir un endroit qui va connecter, qui va briller, entre guillemets. Alors, c'est une flèche qui indique. Ça va me donner des indices sur mon code. Et ça va me donner des indices un peu à la Mastermind. En mode, sur les trois que tu as prises ici, là, par exemple, si lui, il prend celle-ci, alors s'il prend celle-ci, ils vont lui dire que c'est le code. Parce que c'est exactement le même code. Donc là, ils vont lui dire, félicitations, tu as le bon code. Mais admettons qu'il ait pris celle-ci. S'il avait pris celle-ci, ils vont lui dire, ok, tu as le violet, mais il n'est pas bien placé. Donc ils vont lui dire, tu as une couleur dans ce code qui n'est pas bien placée. Et les deux autres, ils vont lui dire rien, parce qu'il n'y a pas de bleu, pas de vert. Du coup, ça va être à moi, à force de prendre des cartes, parce qu'évidemment, à moins d'avoir un coup de bol et de tomber exactement sur la carte là comme c'est là, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une erreur mise en place, je pense pas que ce soit possible qu'il y ait deux fois le même code, parce que sinon, ça serait un peu chanceux de dire j'ai gagné en prenant ça. Je pense que là, c'est un mauvais exemple. Mais admettons que voilà, lui il prend celle-ci, s'il prend celle-ci, il va lui dire pareil, t'as deux couleurs qui sont mal placées et une couleur qui n'y est pas. Mais je ne sais pas lesquelles c'est. Et moi évidemment je vais prendre mes notes et le but c'est de trouver les coups avant les autres. Je gagne la partie dès que j'ai résolu deux fois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé, que j'ai trouvé le bon code, je gagne un demi-médaillon, je reprends une carte et je recommence. Et je dois gagner un demi-médaillon. Si jamais je pense avoir trouvé, mais que je me trompe, eh ben, punition. Je dépose la carte et j'en reprends une nouvelle et je dépose mon calepin parce que du coup mes indices ne servent plus à rien et je recommence. Donc autant vous dire qu'on va essayer de ne pas se tromper. Hein. Voilà. Et tout simplement le jeu c'est ça. Voilà, on va essayer de retrouver notre code en prenant les cartes et voilà. Alors les cartes après je crois elles tournent ou elles sont défaussées. Ça je me rappelle plus le système de comment fonctionne tourner cartes là-dessus. Mais voilà, le principe c'est je sélectionne une carte, je la connecte et ça me donne un indice. Donc évidemment il va y avoir les couleurs et les choses qui vont m'intéresser pour ça. Voilà ce que je peux vous dire sur Temple Code. Ensuite, on a fini avec le 10 mai. On passe au 17 mai avec Loot de chez Gigamic. Alors, Loot est peut-être le deuxième jeu que j'attends le plus. C'est ça. Ou à égalité, on va dire, avec Bounty Hunter. Moi, je préfère Loot. Alors, Loot, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de viking. Alors, donc d'abord, on va dire que l'auteur, c'est Charles Chevalier et Laurent Escoffier, et l'illustrateur c'est Nayad. Oh, on dirait pas. Nayad très présent en ce moment, ouais. Beaucoup. Mais sur ça, on dirait pas, ouais. Ouais, alors sur la couve un peu plus. Ouais, mais ouais, sur le plateau et tout, non. Et qu'est-ce que c'est? Nous sommes des vikings, et il y a une île, on a débarqué, il va y avoir une mer installée, là par exemple ici, on débarque avec nos dracars, et qu'est-ce que font les vikings? Ils vont piller. Nous allons donc piller l'île de ressources, et... assez méchamment, entre guillemets, tuer tout le monde et tout récupérer et laisser l'île comme ça, quoi. Oui, on est des vikings. Mon tour de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est juste, je pose un viking adjacent à un viking déjà présent. Donc on va en fait faire du coop sans le vouloir, parce que plus je vais me développer, par exemple le bleu est là, mais moi le rouge, je vais pouvoir poser un jeton là, parce que c'est adjacent à un viking. On est tous ensemble en train de piller, mais par contre c'est seulement celui qui aura le mieux pillé qui va gagner la partie. Quand on pille, on va gagner la ressource associée. Si je suis sur les moutons, je vais gagner des moutons. Si je suis sur les haches, là, je vais gagner des haches. Et il y a une autre ressource, je crois que c'est l'or. Voilà. Et ensuite, on va essayer de récupérer des jetons bâtiments. Comment on va récupérer des jetons bâtiments? Il y a trois types de bâtiments. Il y a des maisons, il y a des tours, et il y a des forts, des châteaux.
Les maisons, bah c'est très simple, je me pose dessus, je récupère la maison. J'ai pillé la maison. Pour les tours, pour les piller, il va falloir les relier entre elles par des vikings de ma couleur. Donc là, il va falloir faire une ligne de ma couleur. Donc là, par exemple, il y a une tour ici. Si j'arrive à aller jusqu'ici, je vais pouvoir piller ces 2 tours en même temps. C'est plutôt assez malin et assez efficace. Et si je veux piller un fort, il va falloir qu'il qu'il y en ait au moins un adjacent au fort et que j'ai au moins une ligne de 4 vikings minimum qui soit proche du fort, qui soit adjacente au fort, tout simplement. Si j'ai ça, ben, je peux récupérer un jeton fort. Tous ces jetons, je les pose et je les pose ici sur mon plateau. Évidemment, ce plateau, je vais essayer de l'agencer de manière stratégique, parce qu'en fonction de comment je vais l'agencer, c'est là où je vais marquer des points de victoire, tout simplement. On va avoir des petits objectifs à réaliser avec notre plateau, et chaque chose, chaque pillage nous rapporte des points. La partie s'arrête quand on a tous plus de vikings, et on fait le décompte des points, et celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie, tout simplement. On va aussi avoir des dracars ici qu'on va devoir essayer de vider avant la fin de la partie. Si on les vide pas à temps, à la fin de la partie, on a des points de pénalité. Ouais. Voilà. Donc à nous d'organiser tout ça. C'est un petit jeu très malin. Ça a l'air très très bien. Enfin moi ça me plaît beaucoup. Ils ont réussi à poser un thème viking dans un milieu plutôt familial. Mais un thème qui a l'air méga présent. Le pillage, rien que de vous expliquer, on sent que le pillage il est présent. On a envie d'y aller, on a envie de faire notre pillage et de venir du coup poser après les ressources qu'on a pillées dans notre petit village. Et bah voilà, vraiment très très envie. C'est un jeu à un petit prix du coup qui explique peut-être un matos de pas de qualité hyper folle. On pourrait reprocher peut-être le matos qui n'est pas la meilleure qualité qui soit, mais en même temps je pense que c'est aussi pour avoir un prix attractif pour le coup. Donc après je n'y ai pas encore joué, on a vu le matos, nous on a déjà vu le matos, je n'y ai pas encore joué. J'espère vraiment pouvoir vous en parler sur la chaîne. Voilà ce que je peux vous dire sur Loot. On passe à Dédale de chez Subverti. Alors, Dédale qui a une petite histoire, donc l'auteur c'est Elle est belle la couve. Ouais, la couve est très belle. Baptiste Pérez, là aussi, qui est aux illustrations. L'auteur c'est Romaric Gallonnier et Jérémy Partinico. Jérémy Partinico, qui est déjà l'auteur de plusieurs jeux abstraits de chez Cosmo Ludo. Dédale, c'est un jeu qui a une petite histoire parce que vous voyez qu'il a écrit Festival de l'Alchimie de Toulouse. Donc c'est un jeu qui a été fait tout simplement pour le Festival de l'Alchimie de Toulouse. Enfin, en tout cas, qui a été mis en avant pour ce festival, mais qui sera aussi vendu en boutique après. Le but du jeu, c'est un petit jeu de placement de tuiles. Tout simplement. Alors c'est des cartes, on dit tuiles, mais c'est des cartes. Nous avons ici un Minotaure. Nous allons devoir essayer de l'enfermer, de faire un labyrinthe où il ne peut pas s'échapper. Donc vous voyez les symboles noirs, c'est des murs. Ben là vous voyez par exemple, si la carte elle est posée ici, il sera totalement enfermé, on aura gagné la partie. Évidemment, c'est pas si simple que ça, puisque c'est des petits casse-têtes, des petits challenges. Il y a 10 chapitres, chaque chapitre a ses conditions, et ça va pas être juste d'enfermer le Minotaure, ça va être enfermer le Minotaure avec par exemple 3 piliers. Enfermer le Minotaure avec 3 flammes, enfermer le Minotaure comme ça. Et comment on va poser les cartes? Eh bien, tout simplement, en fait, devant nous, on va avoir une couleur de représenter. Là, par exemple, vert. Moi, j'ai une carte en main, je vais devoir la jouer forcément sur du vert. Et je dois, à minima, recouvrir un carré. Et après, à moi de la placer. C'est du coopératif, on peut plus ou moins discuter ensemble et se dire un peu comment on fait notre truc. Et on essaye de bloquer et d'enfermer ce Minotaure. Donc voilà, petit jeu... très efficace, qui paye pas de mine, mais qui a l'air vraiment très... Petit prix, voilà, petite boîte, un petit casse-tête. Voilà, faut aimer les petites casse-têtes. Je pense que c'est un jeu qui se prête très bien au solo aussi. Et voilà, 10 minutes de partie, parce qu'en effet, ça va assez vite, c'est assez fluide. Et puis, à nous d'essayer de résoudre ce petit casse-tête. Dédale. Dédale. On passe à Dice Throne Marvel. Alors là, le nouveau, c'est Black Panther, Captain Marvel, Black Widow et Doctor Strange. Donc la deuxième boîte qui arrive de Marvel. Donc bon, on vous en parle vite fait, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, un nouveau Dice Throne Marvel qui arrive donc avec 4 personnages. Toujours à un prix assez correct par rapport au matériel qui est proposé. Et donc là, cette fois-ci, vous allez incarner donc les personnages iconiques qui seront donc Black Panther, Captain Marvel, Black Widow et Doctor Strange. Voilà, les auteurs sont toujours Gavan Brown, Nate Chandelier, Manny Tremblay, et les illustrateurs Damien Mamolti, Manny Tremblay, et donc l'éditeur Lucky Duck. Voilà, donc bah, si vous aimez Dice Throne, bah voilà, la suite qui arrive, n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous aimez Marvel, Dice Throne, bah voilà,
Vous êtes servi. On passe à Fake Crystal de chez Arkham Society. Donc, je ne sais pas si vous savez, on vous en parle, mais on y a déjà joué cet été et personnellement, j'ai adoré. Ouais, tout à fait. Fake Crystal, c'est un petit jeu d'échange et de bluff, tout simplement. Donc, l'auteur, c'est Sergio Alassan et l'illustratrice Maud Chamel. On reconnaît bien la couverture. Elle est jolie. La patte de Maud Chamel, et c'est vrai que la couverture est très jolie. Mm. Alors, ils disent 2 joueurs. Très honnêtement, On y avait joué à 4. Voilà, très honnêtement, je vous déconseille d'y jouer à 2. Pour moi, il faut jouer minimum à 3, parce que ça va être un jeu de bluff assez fort, et surtout d'enchères. Et à 2, les enchères, très clairement, bon, c'est pas faux. Hein. Le principe, c'est quoi? C'est que vous allez en fait vous battre ici pour récupérer des gemmes. Des gemmes, c'est ça, ouais. Des gemmes, et vous allez essayer de faire des collections de gemmes pour marquer des points. Chaque gemme va vous faire marquer des points. Et comment vous allez faire? En fait, vous allez avoir un petit plateau personnel ici. Et vous allez avoir des cartes que vous allez placer pour qu'on puisse vous les acheter. Vous allez jouer 2 cartes et ces 2 cartes, vous allez dire, écoute, voilà, si tu veux acheter cette carte, tu dois me payer tant. Et l'autre, si tu veux l'acheter, tu dois me payer tant. Sauf que tu dis à ta personne, écoute, là, j'ai mis un 3 violet. Et là, j'ai mis un 1 rouge. Mais la question, c'est, est-ce vrai ou pas? Parce que tu me dis que tu achètes cette carte pour 3, mais si je t'achète pour 3 un 1 tout pourri, je vais pas être content. Et du coup, j'ai 2 choix. Mes adversaires, leur tour, ils ont un choix. Qu'est-ce que c'est? C'est où j'achète une carte, ok, je te donne l'argent et je prends la carte. Donc toi, tu as perdu ta carte, mais par contre, tu as récupéré de l'argent que tu vas pouvoir réutiliser plus tard. Ou alors, au lieu d'acheter une carte, tu peux dire, je récupère les sous que tu as mis dessus et tu gardes ta carte. Donc en disant, bah, cette carte elle vaut 3, ok, elle vaut 3, pas de problème, je récupère les 3 qu'il y a sur la carte et prends ta carte. Et là, si tu as bluffé, t'es pas content, mais par contre, si c'était réellement une grosse carte, ou à l'inverse, tu avais mis une grosse carte cachée par un truc, mais tu l'as gardée et t'es content. Donc voilà. Voilà comment ça va se passer. Et avec ces cartes, ben, vous allez faire donc les collections des gemmes. Donc sous les cartes, il y a des gemmes, des symboles gemmes, et vous allez les collectionner. Et dès que vous atteignez un certain nombre, vous allez venir vous poser sur ce plateau et marquer des points de victoire, tout simplement. Et à la fin de la partie, celui ou celle qui a le plus de points de victoire, qui est symbolisé par l'argent, donc au final avoir beaucoup d'argent, c'est aussi des points de victoire, remporte la partie, tout simplement. On va avoir des petits pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser. Le tourbillon qui permet, je sais plus ce qu'il permet, mais voilà, on a le tourbillon qui nous permet de faire quelque chose. Pour être honnête, je me rappelle plus ce qu'il fait, mais voilà. Donc un jeu qui va mélanger enchères, bluff principalement, voilà, et on papote. Voilà, c'est un jeu où on va jacasser, hein, et on va un peu se charrier en mode, bah, vas-y, achète ma carte, elle est très bien, je t'en prie et tout. Quand tu connais pas les gens, tu sais pas s'ils disent la vérité ou pas. Ils me demandaient jamais à moi. On va jouer au marchand de tapis, quoi. On va jouer au marchand de tapis et essayer d'arnaquer nos adversaires, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes fan de ce type de jeu, bah, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment très sympa. Voilà, mais très clairement pas 2 joueurs, 3-5 joueurs. On passe à La T'abuse de chez Matago. Il y avait la petite croix. Alors, La T'abuse, l'auteur c'est Rodrigo Rego et l'illustrateur c'est Djermboun Bon. La T'abuse, c'est, moi je vais l'appeler le TTMC de poche. Pour moi, c'est littéralement ça. Et c'est littéralement un jeu que je conseillerais à 100% de jouer en voiture. Pour moi, c'est idéal en voiture, en train, voilà, c'est le petit TTMC de poche. C'est vraiment très très bien, parce que pourquoi? Bah, en fait, c'est tout simplement, il y a un joueur qui va poser une question. Voilà, par exemple, combien de jours y a-t-il dans une semaine? Bon, 7. Normalement, c'est une question où on ne connaît pas la réponse. Là, c'est pour l'exemple. Le joueur suivant va répondre, bah, 4. Une autre, elle va dire, oh bah non, il y en a au moins 6. Et il y en a un, il va dire 8. Et il y en a un, il a dit, ah là t'abuses, je pense que tu as dit trop. Et là, à ce moment-là, on regarde la réponse. Ou alors, oui, réellement, j'ai dit plus que la réponse. Et à ce moment-là, bah, je prends le canard. Et le canard, c'est des points négatifs. Ou alors, à ce moment-là, j'avais raison. Admettons qu'il y aurait eu 9 jours dans la semaine. Et à ce moment-là, c'est celui qui a dit là t'abuses qui se récupère la carte canard. Et le but, c'est tout simplement d'avoir le moins de canards possible. Mais en vrai, dans ce genre de jeu, les points, on s'en tape. Et le but, c'est juste de rigoler et de tourner et de se dire, voilà. Alors, pour vous donner l'ordre d'idée, nous, on avait vu la démo. Une question, c'était combien y a-t-il de ronds-points en France? Voilà. Voilà le genre de question auquel vous allez avoir.
Et donc, il y en a un qui va dire 20 000, il y en a un qui va dire 30 000, il y en a un qui va dire 50 000, il y en a un qui va dire 70 000. Et là, il va dire, oh, là, t'abuses, il n'y a pas 70 000 euros en France. Et on regarde, et je crois de souvenir que la réponse était 40 et quelques. 40 000 quelque chose. Voilà. Donc, bah voilà Bon, comment... on était à l'ouest, hein, on avait dit moins. Ah oui, oui. Bah après, c'était pour l'exemple, de toute manière. Bah, et alors, tu découvres la première carte, voilà, mais c'était faux, quoi. Donc voilà, donc vraiment un jeu, vous le verrez pas sur la chaîne, très clairement, Mm. mais par contre, c'est vraiment un jeu, moi, je pense qu'en voiture, tu sors ça, on est quatre dans la voiture, vas-y, il y en a un qui a les cartes, il pose des questions, et on rigole, et on s'amuse, on passe un bon moment. Il y a quand même, les cartes sont recto verso, je crois, il y a quand même pas mal de questions, alors je sais pas s'ils disent combien il y en a, mais je crois qu'on est facilement quand même sur 200 ou 300 questions quand même, donc il y a quand même de quoi passer un bon petit moment. Là, t'abuses. On passe à Flowers de chez Actarus Édition. Alors, le petit Un Flowers. jeu qu'on adore. Ouais, l'auteur, c'est Paul-Henri Argiot, l'auteur aussi de l'excellent Perfect Words. Et Pitch Games. Et c'est l'éditeur de Pitch Games. L'illustrateur, c'est Julie Gruet. Et donc, bah, Flowers, c'est pareil, on va pas rentrer dans les détails. On vous a fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder pour avoir plus de détails. Très simplement, c'est un jeu où on va venir un peu à la Skyjo, mais sauf qu'on fait pas un tableau, mais on va piocher une carte, on va venir la poser adjacente. Et on va devoir essayer de rassembler les couleurs ensemble tout en validant nos numéros. Les 4 ensemble, les 3 ensemble, les 2 ensemble. Et il faut faire des groupes de 4, des groupes de 3, des groupes de 2, des groupes de 1. Et on a les petits papillons, si c'est adjacent, qui nous feront marquer des points de victoire. Voilà, très simplement, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo. Sachez que pour nous, c'est un gros coup de cœur à tous les deux. C'est un excellent jeu. Et je conseille à tout le monde de au moins l'essayer une fois. Flowers. On passe à Boba Life de chez Musoka Studio. Boba Life, donc l'auteur c'est Pascal Bernard, l'illustrateur c'est Abigail Town. Abigail, pardon. Boba Life c'est un jeu sur les bubble tea. Ouais, hein, J'adore les bubble tea. C'est innovant ça. Au moins, on veut un thème innovant, on l'a. Là, on y a le droit. Vous allez dire, tiens, si on faisait un jeu sur les bubble tea, tiens, quelle bonne idée. Alors, ben, c'est un jeu de collection de cartes, tout simplement. Un peu, vous savez, les jeux vidéo où il y a un serveur qui arrive et il faut vite servir un maximum de clients. Voilà, en mode, ah, lui, il demande des frites, je vais lui donner des frites. Lui, il demande un hamburger, je vais lui donner un hamburger. Ben là, ça va être la même chose, sauf que c'est des commandes de bubble tea. On est le serveur et on va devoir essayer de livrer un maximum de clients. Un peu comme Coffee Rush. Mais exactement ce que j'allais dire. Mais vraiment rien à voir mécaniquement par contre. Parce que là, c'est un pur jeu de cartes. On va récupérer des cartes, essayer de répondre aux commandes. Dès que je réponds aux commandes, je marque les points. Et je vais venir récupérer en fait les cartes dans une petite rivière. Et bah, évidemment, quand j'ai livré le client, je gagne de la thune, de la tunasse. Et la thune, bah, c'est les points de victoire. Hein. Donc dès que j'ai suffisamment de points de victoire, bah, j'ai gagné la partie. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai ce cocktail que je vais pouvoir filer à... Voilà, ici, on a des commandes. Voilà, lui, il me dit, bah, si tu me donnes ça, je te donne 4. Tu me donnes ça, tu me donnes 4. Voilà, et ainsi de suite. Et on va essayer de livrer un maximum de clients. Et si on arrive à les faire dans l'ordre, c'est-à-dire dans le premier client qui est venu, on va gagner des pièces supplémentaires parce qu'on a respecté l'ordre. Voilà. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Et les cartes, on va les sélectionner dans une rivière, tout simplement, pour essayer de former tout ça. Voilà, donc petit jeu malin, assez efficace. Il y a un système de stop ou encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir la rivière de cartes. Et quand vous allez sélectionner vos cartes, en fait, vous voyez la rivière qui est comme ceci, vous allez les sélectionner à la manière de district noir. C'est-à-dire que quand je décide de sélectionner, je ne choisis pas exactement je veux celle-ci, celle-ci. Non, je vais choisir la dernière posée et je vais prendre par exemple, si je suis le premier joueur à prendre, je vais prendre les 4 dernières. Et à ce moment-là, le joueur suivant, si on joue à 4, va prendre les 3 dernières. Et l'autre joueur, les 2 dernières. Et le dernier, il va prendre juste la dernière. Du coup, il y a toujours des dilemmes. À quel moment je prends, à quel moment je m'arrête, à quel moment je fais mes trucs. Voilà, c'est vraiment assez malin là-dessus, ce système. Parce que le District Noir avait ce système qui fonctionnait bien. Et ben voilà comment on va faire. Et une fois que j'ai récupéré mes cartes, ben je vais devoir les distribuer aux clients, tout simplement. Et comme dans District Noir, il y a des cartes, des bubble tea un peu pourris, qu'on ne veut pas, que personne ne veut, qui sont en fait des points négatifs en fin de partie. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Boba Life. On passe à Dragardien de chez Yellow. Il n'y a
Pas de... Voilà, c'est ça. Alors, Dragardien, l'auteur c'est Michel Menzel et l'illustrateur c'est Michel Menzel. Michel Menzel qui est l'auteur de Andorre Ah principalement, oui, c'est vrai. qui a été Et habitué. ça reprend à la couve. Ouais, et c'est Andorre. un auteur qui est habitué à faire que des jeux coopératifs d'habitude. Et là, bah, il fait un jeu compétitif. Un petit jeu compétitif qui a. Quand j'ai lu les règles, parce que on l'a, ce jeu, on va vous le présenter. J'étais un peu dubitatif, merci. Et il faut que j'y joue pour voir. Parce qu'en fait, le principe, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est vraiment tout bête. Hein. On a ici des cartes qui représentent un livre. En fait, on dirait un livre, mais c'est bien des cartes qui représentent, donc c'est plutôt bien fait. Par exemple, ici, j'ai un dragon vert. Et ben, moi, devant moi, j'ai mes cartes en main. Et si j'arrive à répondre à l'objectif qui est là-haut, je remporte les points indiqués en dessous du 1. Donc, si je pose un dragon vert, je marque les points. Mais là où c'est assez malin, c'est que avant de faire ça, je vais pouvoir prendre des dragons. Mais si je prends un dragon à gauche, et ben la carte qui est là, le 1, paf, il vient le remplacer. Et du coup, c'est plus un 1. Et peut-être qu'ils vont me dire, bah, maintenant, tu dois poser 5 dragons verts. Oh mince, j'ai pas du tout 5 dragons verts. Et à ce moment-là, j'ai le droit de dire, ah ben cette carte, je vais la prendre et je la repose sur le livre. Et dire, ah bah non, par contre, j'ai 2 dragons verts, je vais poser cette carte, ça fait 2 dragons verts, et je pose mes 2 dragons verts. Et ce qui est aussi malin, c'est que vous avez 4 types de dragons de couleur. Et le petit twist, c'est que dès que vous avez un dragon qui va être encerclé de 2 autres, vous ne pourrez plus jamais de la partie poser de dragon dessus. Et du coup, bah, ça va être des dilemmes de comment je pose ça, comment je fais ça. Sachant que les principales récompenses qu'on va gagner, c'est ça, c'est des quarts de médaillons, des tiers de médaillons. Et dès qu'on a fait un médaillon, on va pouvoir récupérer une petite perle qu'on va poser dessus. Et il y a une petite course là-dessus parce que les perles rouges rapportent plus que les perles bleues. Et évidemment, on gagne les perles rouges en premier. Et les points de victoire seront associés à ces fameux tuiles, justement, médaillons, puisque dessous, il y a des points de victoire. Et ben, la partie s'arrête dès qu'un joueur a formé, je crois, 2 ou 3 médaillons, je sais plus. À ce moment-là, on révèle, on fait le décompte des points de victoire. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà. Simplement, efficace, voilà comment fonctionne le jeu. Et si vous voulez jouer en version familiale, vous pouvez ignorer la règle des dragons que je vous ai expliqué, de dire que quand on est enfermé, voilà, on peut plus le faire. Si vous voulez jouer en manière familiale, qui restreint un petit peu le placement. Et du coup, bah franchement, ça fait très envie. Ça donne, voilà, donc j'ai très hâte. L'illustration, j'adore. Ouais, le jeu est très beau. C'est trop mignon. Et puis ça a l'air d'être une mécanique en fait un peu innovante. C'est pour ça que j'attends de voir parce que c'est une mécanique qui, bah, ça a l'air assez malin en fait. Et il faut qu'on y joue pour voir, mais voilà. Et en effet, c'est des amulettes, tout à fait. Voilà ce que je peux vous dire sur Dragardien. On passe à Festivibes de chez Musocad Studio. Festivibes, donc l'auteur c'est Pascal Bernard et l'illustrateur c'est Kirub Studio. Donc Kirub Studio, ça veut dire que c'est sûrement plusieurs illustrateurs ou graphistes qui ont travaillé dessus. Festivibes, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en fait un jeu où nous allons placer des cartes dans un événement de festival. On a ici des festivals à 2, 3, 4, 5. Mon tour de jeu, c'est quoi? C'est je place une carte où je veux, tout simplement. Et les cartes, elles vont être positives ou négatives. Dès qu'un festival est comme ça, il est complet, il ne pourra plus l'être. Et le twist du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a des petits tickets. Et on va pouvoir mettre des tickets en haut en disant, ben voilà, moi, je vais scorer ce festival. Le truc, c'est que souvent, on va essayer de se placer avant les autres. Mais quand je suis placé, le festival, il est peut-être pas plein. Là, par exemple, sur ce festival, il y a 2 joueurs qui sont placés et on va pouvoir mettre jusqu'à 4 cartes. Mais on ne sait pas si les cartes qui vont être placées, ça va être des cartes négatives ou positives. Donc évidemment, mes adversaires, ils vont essayer de me pourrir. Et moi, je vais essayer de mettre des bonnes cartes. Et les cartes, et c'est là tout celle du jeu, elles ont des effets. Et il y a des cartes qui vont dire, ok, je pose une carte là, et puis regarde ce négatif, je te le fous là. Et le positif que tu avais là, je le récupère. Ah, ben voilà, mon festival, il est bien mieux que le tien, hein, tu trouves pas? Voilà. Voilà comment ça va se passer, tout simplement. Je vais poser des cartes, activer des effets. Alors, il y a plusieurs effets. Là, je vous ai cité un effet parmi tant d'autres. Et le but du jeu, c'est vraiment ces effets multiples à coups foireux pour embêter notre adversaire. Et à la fin, dès que tous les festivals sont pleins, eh ben, on regarde qui c'est qui a mis les tickets, on marque les points, et celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie. Voilà. Voilà ce que c'est, tout simplement. Festivibes. On passe à Flowers, un jeu mandala de chez Lookout Games. Alors, deuxième jeu Flowers. Je pense que le jeu s'appelait Flowers, mais comme ils ont vu que c'était Flowers, ils ont dû rajouter un jeu mandala pour les distinguer.
sachant qu'ils sortent en plus à la même date. Ouais. Et ils sont tous les deux distribués par Asmodée. Comment se mélanger les pinceaux pour le coup. Bon, mécaniquement, ça n'a rien à voir. Un jeu mandala, pourquoi? Parce que ça reprend un peu le principe du mandala. En fait, nous allons avoir des cartes et nous allons venir nous placer pour nous battre pour des fleurs, des demi-fleurs. Et pour gagner ces fleurs, en fait, c'est un jeu de majorité. Je vais placer des cartes et dès que toutes les couleurs sont représentées, on va faire on va y résoudre les majorités. Et pour résoudre les majorités, ben, on va regarder celui ou celle qui a mis le plus de cartes d'une couleur. Et à ce moment-là, il remporte une demi-fleur. Et le deuxième joueur qui a mis le plus de cartes d'une couleur, il remporte l'autre demi-fleur. Et le but, ça va être d'essayer de former des fleurs, si possible de la même couleur, pour me gagner des points de victoire. Voilà. C'est assez simple comme ça. On va jouer des cartes petit à petit et on va essayer de se placer astucieusement pour remporter les majorités, tout simplement, en fonction des couleurs qui sont posées. Voilà ce que je peux vous dire sur Flowers, un jeu mandala. On passe à Barbarian ou Barbarian Kingdoms de chez Jester Games. Alors, Barbarian Kingdoms, ça va être un jeu de guerre, tout simplement, d'affrontement. Voilà, je cherchais le mot. Alors, c'est un jeu que je déconseille de jouer à 2 joueurs. Il faut y jouer à 3 ou 4 joueurs. Et nous allons être sur des territoires et nous allons devoir nous affronter. On va avoir, pour nous affronter, 5 actions qui sont possibles. À notre tour de jeu, on fera l'une des 5 actions. On va pouvoir faire des actions de manœuvre, donc évidemment déplacer nos troupes. On va pouvoir faire des actions de recrutement, donc se placer dans une zone afin de recruter une troupe. Mais évidemment, la troupe n'est pas gratuite, elle a un coût. Hein. Ici, on a nos troupes. La première a un coût, la deuxième est un peu plus chère, la troisième encore plus chère, et ainsi de suite. On va pouvoir faire des actions de taxes, on appelle ça. Donc, on va taxer en fait les provinces où on se trouve afin de récupérer de la thune qu'on garde derrière notre paravent. Pourquoi cette thune est importante? Parce qu'à des moments, on va avoir des combats. Et les combats vont se résoudre à l'aide d'enchères. En fait, c'est assez rigolo. On va miser des enchères et celui ou celle qui a misé le plus haut va échanger avec celui ou celle qui a misé le plus bas pour remporter le combat. Et on s'échange nos sous, donc du coup je gagne le combat, mais j'ai perdu mes sous. Et je vais pouvoir potentiellement les récupérer un peu plus tard. Voilà. Alors bon, j'ai fait assez simple sur celui-ci. C'est un jeu quand on l'avait pitché à Vichy, ce jeu-là, c'est un jeu qui est vendu comme un jeu de conquête assez nerveux, assez rapide, où les parties doivent durer... voilà, alors il y a marqué 1 heure, il me semble qu'on m'avait dit que c'était un peu plus rapide que ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque... 4 1 heure. Ouais, peut-être, je sais plus. Chaque peuple va avoir un petit pouvoir asymétrique, donc on va avoir une asymétrie qui est faite. Et on va se développer et se faire la guerre. On va aussi pouvoir se déplacer dans la mer pour aller évidemment au Royaume-Uni, le conquérir. Et donc voilà, si vous aimez les jeux de conquête, les jeux d'affrontement, voilà. Barbarian Kingdom. On passe à Bambou, de chez Yellow. Alors, Bambou, l'auteur c'est Germain Pierre Milan et l'illustrateur c'est Jonathan Cantero. Alors, je vais faire assez vite, mais je vais quand même vous en parler. Pourquoi je vais faire assez vite? Parce que c'est un jeu qu'on a, donc on va vous en parler très bientôt sur la chaîne. Et c'est un jeu qu'on vous avait déjà pitché le mois dernier. Ouais. Mais dans Bambou, qu'est-ce que c'est? En fait, nous allons jouer 4 manches. Vous voyez, les manches sont symbolisées ici. 1, 2, 3, 4 manches. À notre manche, on va commencer par récupérer ce qu'on appelle des encens. Voilà. Ces encens, on va venir les placer sur notre plateau personnel. Voilà, par exemple ici. Et on va jouer 4 saisons. Chaque manche est composée des 4 saisons et on recommence ainsi de suite 4 fois. Le tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Après ces encens, je vais venir les placer pour faire des dons au temple. Par exemple, je vais me mettre ici, je vais placer 2 encens. Voilà. J'en place un nombre que je veux, je place 2 encens au temple, je fais un don au temple. Et à ce moment-là, vu que j'ai placé 2 encens, je vais pouvoir jouer 2 bambous de là où il y a mon pion. Alors là, on ne voit pas bien, mais alors je ne sais pas si on peut être plus près. Voilà, on va avoir notre petit pion ici qui va se placer sur l'une des 4 zones. Et là où je me suis mis, si je joue 2 pions, je joue 2 encens. C'est mieux d'essayer de le faire. Alors, on n'est pas obligé de concorder, c'est-à-dire que je peux jouer qu'un encens et jouer mes 3 bambous, mais à ce moment-là, je vais faire qu'une action parmi les 3 bambous. Alors que si j'ai joué 3 encens et mes 3 bambous en même temps, je vais faire les 3 actions. Donc en général, je vais poser par exemple 3 encens ici quand je vais essayer de faire les 3 bleus. Parce que du coup, à chaque fois, je vais récupérer toutes les couleurs associées. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Que j'ai posé 1, 2, 3 ou 4 encens, quoi qu'il arrive.
À ce moment-là, les bambous, je les pose ici dans ma bambousière ou bambouserie, je sais plus le nom. Et je les pose comme je veux en les faisant glisser. Bambouserie peut-être, je sais pas. Et je les fais glisser. Et donc chaque bambou a un symbole. Et les symboles, c'est les actions, tout simplement. Les actions, donc je vous ai dit, je peux les faire seulement si j'ai le nombre d'encens. Si ça ne respecte pas, je ferai seulement un nombre d'actions égal au nombre d'encens que j'ai mis. Et je choisis celui que je active. Parmi les actions que je vais pouvoir faire une action de revenu, gagner de l'argent. Je vais pouvoir faire une action de cuisine, je vais cuisiner de la nourriture. Pourquoi c'est important de cuisiner? Parce qu'à la fin de la manche, je vais devoir nourrir les gens et donc il va falloir que j'ai de la cuisine. Sinon, je vais pouvoir faire une action dite d'équilibre. Et l'équilibre, ça va être au choix, je gagne un point de victoire ou je récupère l'une des tuiles qui est présente ici pour l'avenir la placer dans mon petit tableau personnel ici. Voilà. Et ça me rapporte aussi des points de victoire. Et enfin, je vais pouvoir faire une action ici à droite qui est une action, alors je ne sais plus le nom, mais d'achat. Je vais pouvoir acheter ces tuiles. Donc ça, c'est les points de victoire que je gagne quand j'achète la tuile et c'est le coût de la tuile. Et quand je les achète, je vais venir, elle aussi. Alors, excusez-moi, j'ai une petite bêtise. C'est celle-ci que je vais venir poser dans mon plateau. Et ça, en fait, c'est des objectifs que je vais essayer d'accomplir. Voilà. Et par exemple, je vais acheter celle-ci, je vais venir la poser. Et là, je marque 2 points de valeur. Voilà. Et là, j'ai les points de victoire associés. Si je prends cette tuile, 3 points, cette tuile, 2 points, etc. Et quand je suis venu me placer, justement, je vais pouvoir voir si j'ai fait un objectif. Par exemple, cet objectif-là, il va me dire qu'il faut que j'ai ces 2 tuiles qui soient à droite de mon plateau. Vous voyez qu'on a des symboles avec les 2 flèches là ou là. Et que lui soit au-dessus de lui. Si jamais j'ai réussi à le faire, ben, je marquerai 3 points de victoire. Voilà. Donc alors là, je vous ai résumé en fait en même temps les phases. Parce qu'en fait, la première phase, c'est poser l'encens. La deuxième phase, c'est poser les bambous et faire les actions. La troisième phase, c'est vérifier justement l'équilibre et tout ça. Et la dernière phase, c'est nourrir le monde. Je vais devoir nourrir les personnes avec la cuisine que j'ai consommée ici. Donc en fait, la cuisine, je les pose sur mon plateau personnel. Et à la fin de la manche, je perds toute ma nourriture et je nourris les gens en fonction d'un nombre de personnes. Je ne me rappelle plus combien précisément. Et enfin, on va regarder qui c'est qui est majoritaire dans chaque temple. Et celui qui est majoritaire va récupérer le petit pépère qui est là. Tout simplement. Voilà, qui nous fera des petits points de victoire supplémentaires en fin de partie et des petits bonus. Voilà en gros ce que c'est Bambou de manière très rapide. On vous rentrera dans les détails puisqu'on vous le présentera sur la chaîne. Bambou. On passe à Eat Them All de chez OE Games. Eat Them All, le jeu sur les zombies. Donc l'auteur c'est Loïc Lamy. Et l'illustrateur, c'est Ludo Lulabi et Yann Valelani. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Manger des humains. Nous incarnons des zombies et nous allons manger des humains. Ça, je trouve ça très drôle. Les rôles sont inversés. Pour une fois, on n'est pas des humains et c'est tuer les zombies. Non, nous sommes les zombies. Donc là, ici, on a un plateau qui va être recto verso. Qui va être ici le plateau côté cimetière et de l'autre côté, je ne sais plus qu'est-ce que ça symbolise, mais ça permet de faire 2 systèmes de mécanique un peu différentes. Ici, on va voir les humains qui vont démarrer un endroit, ils vont essayer de traverser le cimetière et essayer de s'évader. Et nous, les zombies, on va essayer de croquer, voire de tuer les humains, tout simplement. Et comment ça se passe? Mon tour de jeu, ici, j'ai une rivière de cartes. Je vais choisir l'une des cartes et je vais faire les actions associées. Les actions, la plupart du temps, c'est du déplacement de zombies. Je vais me déplacer et dès que je suis adjacent, je vais avoir potentiellement des actions pour mordre. Dès que je mords un humain, chaque humain est représenté ici. Je vais récupérer un jeton de l'humain concerné. Et chaque humain a un certain nombre de points de vie. Dès que le nombre de jetons est dépassé, et à ce moment-là, l'humain est décédé. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il va y avoir des petites mécaniques intéressantes. Par exemple, le premier zombie qui va mordre un humain, il va le contaminer. Du coup, quand l'humain va mourir, l'humain va se transformer en zombie de la couleur de la première personne qui l'a mordu, puisque c'est lui qui l'a contaminé. Donc ça, c'est assez drôle. Quand on va se déplacer aussi, il va y avoir des obstacles. Mais comme on est des zombies, on n'est pas très doués. Donc dès qu'on se prend un obstacle, on va tomber. Et du coup, on va devoir perdre une action pour se redresser. Ou alors on va ramper comme des zombies et essayer de mordre la cheville de l'humain qui est à côté. C'est drôle. Ouais, moi je trouve ça assez sympa. Et qu'est-ce qu'il y a aussi de rigolo? C'est qu'après, évidemment, on va jouer. Et à un moment donné, les humains, ils se laissent pas faire, hein, vous le savez. Et à un moment donné, les humains, ils vont riposter. Et là, on va prendre cher. Là on va prendre cher et alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Vous allez voir qu'ils se sont amusés en plus à faire des humains un petit peu rigolos.
Parce que on va avoir par exemple la mamie avec le gros fusil à pompe, on va avoir le petit peureux, on va avoir le gamin avec la batte de baseball, et chacun va avoir une mécanique de riposte, tout simplement, voilà. Et chaque riposte, voilà, va nous faire des dégâts. Donc là, vous voyez, on a les points de vie des humains en fonction... alors, je sais pas si c'est les points de vie ou si c'est en fonction du mode ou quoi. Et chaque humain, en fait, a sa mécanique de riposte. Et pour savoir quel humain va riposter, en fait, on va piocher les humains et on va dire, ok, c'est lui qui riposte, c'est lui qui riposte, et voilà. C'est vraiment assez drôle. Donc là, on se retrouve d'ailleurs sur l'autre plateau, la maison. Donc là, cette fois-ci, les humains sont dans la maison et nous, on va devoir pénétrer dans la maison pour essayer de les tuer, quoi, tout simplement. Donc du coup, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Il y a une mécanique pour déplacer les humains pour pas qu'il y ait d'erreur. On peut même potentiellement anticiper un petit peu leur déplacement. Mais en fonction, voilà, certains vont vraiment nous faire très très mal. Et on est contre, hein, donc c'est le joueur qui aura réussi à le mordre le plus d'humains qui aura réussi le plus de pièces. Nous, on va pouvoir faire des actions, on va pouvoir muter, on va pouvoir rendre des zombies rapides, on va pouvoir rendre des zombies teigneux, résistants, etc. Et vraiment très très sympa. Voilà, enfin voilà, moi je vous avoue que je suis très très hypé par ce jeu, par le thème. Maintenant que tu me l'as pitché, ouais. Ouais, le thème me plaît énormément. Je sais pas si c'est un jeu qui tourne bien à deux, mais franchement j'ai envie d'y jouer. Voilà, j'ai vraiment très très envie d'y jouer. Voilà, alors c'est un jeu avec un certain prix parce qu'il y a pas mal de matos. Mais vraiment, voilà, c'est. D'ailleurs, c'est vendu comme pas un tower défense, mais un tower attaque. C'est vrai que c'est nous qui sommes les vagues de monstres Oui, et bah qui allons les envahir. Voilà. Et je suis pas très fan de la couve. Bon, moi j'aime bien. J'aime bien la couve, donc voilà. Et alors là, c'est le petit instant promo, mais là, pour ceux qui achètent la boîte de base, vous avez cette boîte-là offerte en même temps. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Hit Them All. On passe à Dossier criminel. Ah, quelle bonne idée. Le nouveau Mystère dans la vallée des rois de chez Platonia Games. Donc un nouveau dossier criminel qui arrive. Attention, petit détail, c'est un dossier criminel plutôt un peu plus expert. Pour les joueurs qui veulent un peu plus de challenge, pour ceux qui connaissent un peu dossier criminel, sachez que dossier criminel c'est déjà un jeu qui est plutôt familial. Les énigmes sont pas le plus dur, même si ça demande à chercher. Celui-ci se veut un peu plus, voilà, un peu plus expert, un peu plus calculatoire. Et donc là, on va se retrouver donc en Égypte, dans un tombeau, je crois. Voilà, le corps d'une femme morte il y a seulement quelques jours est découvert dès l'ouverture d'un tombeau. À nous de comprendre ce qui s'est passé. On a vu le matos, il est génial. Ouais. Pas comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Dossier criminel. On passe au 24 mai avec Runemaster de Masters de chez Funforge. Alors, Runemaster, l'auteur c'est Antoine Prono, l'illustrateur c'est Paul Maffaillon, Théo Guillot et Adrien Martinez. Runemaster, c'est un jeu de tower défense, donc on passe de la tower attaque à la tower défense. On revient au classique, donc là pour le coup, on est vraiment sur du classique. C'est un jeu auquel il va falloir survivre à des vagues de monstres. On va se faire attaquer sur 4 lignes de front, la ligne rouge, jaune, bleue et verte. Il y a des monstres qui vont débarquer, qu'on va piocher, qui vont apparaître en fonction du monstre sur une certaine ligne. Il va falloir les tuer avant qu'ils arrivent chez nous. Et le but, c'est de résister afin de remporter la partie. Alors, je sais plus si c'est qu'il y a plus de monstres et tout ça, mais voilà. Chaque personnage a des effets particuliers. On va pouvoir évidemment taper dessus, on va pouvoir les repousser, etc. C'est un peu du classique, voilà. J'ai trouvé la méca un peu classique. J'ai pas trouvé ça... ça faisait vraiment du déjà vu, voilà, pour être honnête. Dans le style de jeu que j'ai déjà fait, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, ben voilà, Runmaster qui sort. On passe à Littoral de chez Randolph. Ça, Alors, on avait adoré à Cannes, on y avait joué. Donc, Littoral, c'est un jeu dont l'auteur est Brian Burgonin et l'illustrateur est Fanny Saulnier. Et ben, Littoral, c'est un jeu qui a été conçu pour être joué à la plage. Sur la plage. Voilà, parce Dans le sable. en fait, vous allez avoir des jetons ici qui sont en bois, mais qui sont très résistants, qui ont été traités et tout ça, et qui sont vraiment faits pour être joués à la plage. Et la mécanique de jeu est aussi faite pour jouer à la plage. Mais vous n'êtes pas obligé d'être à la plage pour y jouer. Vous pouvez aussi y jouer sur votre table de salon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comment ça va se fonctionner, Littoral? En fait, c'est un jeu de stop ou encore. Vous allez avoir des jetons dans le sac. Vous allez le révéler. Le jeton, il est recto verso. Vous pouvez choisir le côté. Hein. On n'est pas dans Captain Flip. On choisit le côté. Et on applique l'effet. On va avoir des bestioles.
Par exemple, on va avoir les crabes, on va voir les... alors, je sais plus le nom de ces petits insectes. C'est Et un nom particulier. on va avoir les coquillages. Et ben, Les mouettes. ils sont placés dans la mer. Voilà, vous les mettez dans la mer. Ensuite, on va voir les rochers, ils sont placés au-dessus, on va voir des vagues, etc. Et en fait, chacun a un effet. Par exemple, les coquillages, les crabes et tout ça, vous voyez, ils ont l'icône rejouer, donc je rejoue. Je le pose dans la mer et je rejoue. Les rochers, eux, ils ont un effet, c'est dès que j'en ai 2, je peux récupérer tous les crabes qui sont dans la mer. Tous. On va avoir les crabes. Eux, les crabes... non, pas les crabes, excusez-moi. On va avoir la mer. Les vagues. Ouais. Les vagues, eux, je vais pouvoir récupérer les coquillages. Je vais pouvoir récupérer un coquillage. On va avoir aussi les mouettes. Elles, les mouettes, elles vont récupérer les insectes. Voilà. Et chacun va avoir sa mécanique. Parce que les rochers, par exemple, je récupère tous les crabes qu'il y a dans la mer, mais je récupère aussi un crabe chez chaque adversaire. Et ça, c'est bien embêtant, parce qu'on n'aime pas qu'on vienne me piquer mes crabes. Donc du coup, on va essayer de calculer, attendre comme ça, etc. Les coquillages, ils vont marquer plus de points en fonction du nombre de vagues qu'on possède. Et les mouettes vont marquer des points. Les mouettes, elles nous permettent de récupérer ces écoloptères. Mais le truc, c'est que si par exemple j'ai utilisé 2 mouettes, et ben au tour suivant, je vais devoir utiliser 3 mouettes pour pouvoir récupérer tous les écoloptères. C'est de plus en plus difficile, donc du coup, à voir à quel moment je décide. Voilà. Et c'est un jeu comme ça, et on s'arrête quand le sac est vide et que tout était fait. Et à ce moment-là, on fait le décompte des points. Donc c'est vraiment un jeu très malin, très efficace. Faut aimer la chance, donc très clairement, la chance est quand même très présente. Faut aimer le stop ou encore. Et on avait joué, je pense qu'on aurait pu avoir la possibilité de vous le présenter, ce jeu. Mais en fait, après y avoir joué avec un peu de recul, je pense que à deux, c'est pas bon. Je pense pas que la configuration de joueurs soit top. Je pense qu'il peut jouer à 3, 4 ou 5. Nous, on y avait joué à 4. Solo. Ouais, mode solo, à mon avis, mode solo doit vraiment pas être dingue. Et à la fin, ce qui est rigolo pour les points de victoire, c'est que vous allez cumuler tous vos jetons. Et celui qui a la pile la plus haute a gagné la partie. Tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Littoral. On passe à Djinn de chez Matago. Alors là, on est sur un jeu qui, moi, me hype. Toi, je pense pas que c'est plus entendu parler que ça pour le moment. J'ai vu au stand Matago. Voilà, mais on n'avait même pas vu le contenu, la boîte n'était pas ouverte. Donc l'auteur, c'est Benjamin Schwer et l'illustrateur, c'est Denis Lawson. Alors, Djinn, là, on est sur de l'expert. On passe un petit peu sur de l'expert pour Djinn. Et donc, qu'est-ce que nous allons devoir faire qu'est-ce que nous allons faire dans Djinn? Eh ben, nous allons devoir capturer des génies. Et les génies, on les capture, on les met dans des lampes et on met un petit bouchon. Voilà. Donc en fait, on va affronter des génies et nous allons devoir les capturer, tout simplement. Nous allons avoir un plateau un petit peu austère, hein, très clairement. Un peu, clairement, ça fait, par rapport à la couverture, ça fait plateau bien à l'allemande, un jeu à l'allemand. Et en fait, nous allons avoir des petits pions ici, qui sont nos personnages, et nous allons nous déplacer de zone en zone. On n'a pas le droit de revenir sur une zone qu'on venait de faire. Et on va faire l'action de là où on s'arrête. Sachant qu'on a les gros cercles qui vont être les grosses actions et les petits carrés qui vont être plutôt des actions dites minoritaires. Et chaque action va avoir un système, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Le principe, c'est que, alors là, on ne voit pas bien, mais voilà, si on les voit là, il y a des génies. Vous voyez, ici, ça, c'est des génies. Quand j'arrive ici, je dois combattre un génie. Pour les combattre, j'ai ici des magiciens. Des magiciens pour pouvoir les combattre. Et ils ont une puissance. Et ben, je vais devoir vaincre la puissance des génies, sachant que les petits génies ont une certaine puissance et les gros ont une plus grosse puissance et ont en plus un bonus en fonction des petits. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Et pour pouvoir le capturer, je vais pouvoir ou le mettre ici avec une rune et le capturer et le mettre sur ma rune, ou alors je vais devoir, comme ça a été fait ici, le mettre dans une lampe. Mais pour pouvoir le mettre dans une lampe, il faut que j'ai déjà une lampe, mais il faut aussi que j'ai un bouchon. Et du coup, en fait, le sel du jeu, ça va être d'aller faire les actions pour aller récupérer les lampes, choper les bouchons, améliorer mes magiciens, posséder des grimoires. Il y a une histoire de passage secret. Alors, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais je sais qu'il y a une histoire de passage secret. Il y a la zone du milieu qui est une zone d'échange. On va pouvoir faire des échanges et tout ça. On va pouvoir collectionner ici plus de magiciens. Et ici, on a de la mana, de la magie supplémentaire qu'on va pouvoir évidemment dépenser. Voilà. Donc voilà ce que c'est Djinn. Donc c'est un bon jeu expert qui demande quand même pas mal de retors. Évidemment, je reste très vague dans les règles puisqu'on est sur un jeu expert. Mais moi, je vous avoue que je suis très très envie. Donc on verra si on peut vous en parler sur la chaîne. Passe au 31 mai maintenant.
avec Alpina de chez Helvetic. Alpina. Alors, Regardez-moi. Alpina, donc un nouveau jeu de chez Helvetic. Alors, j'ai envie de vous en parler, mais malheureusement, j'ai aucun contenu sur ce jeu. Donc, alors, par contre, l'auteur, on le connaît bien, c'est Luc Raymond, qui n'est autre que l'auteur de Sky Team et aussi l'auteur de Free to Play. Oui, c'est ça. L'illustrateur, c'est Crocotame. J'ai l'impression que ça fait penser un peu à AI, des choses comme ça, parce que c'est un jeu où on voit qu'on va devoir récupérer des oiseaux, et quand on va les poser, on va scorer, et on voit qu'ils scorent en fonction de ce qu'il y a dans le tableau. Alors, Effectivement, ouais. ça a l'air d'être par contre un jeu plus familial. Il parle de combinaison d'objectifs et de placement de tuiles, donc on va avoir des tuiles qu'on va poser. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que je vous avoue que rien que le petit pitch, voilà, ça m'a donné envie. Moi j'aime bien ces petits jeux comme ça. Donc à voir en fonction, mais voilà, ça avait l'air assez malin. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je trouve les illustrations très jolies. Et alors je ne sais pas si on va utiliser les personnages pour se placer sur une tuile, peut-être plutôt. Non, parce que c'est du placement de tuiles, donc on va peut-être placer les tuiles. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, j'ai trouvé aucune explication des règles, si ce n'est ce qui est écrit là, que voilà, on va explorer le parc suisse au coup, et on va thématiquement en fait on va prendre en photo, un peu comme dans Redwood, voilà, et on va essayer d'observer les animaux. Leur habitat naturel. Voilà, et en fonction de comment on les observe, on va marquer des points. On passe à Ouche de chez Atalia. Point d'exclamation. Alors Ouche, c'était un jeu. Je l'ai mis, même si c'est à partir de 5 ans, parce que c'est un jeu pour enfants, mais c'est un jeu où on peut rigoler, je pense, entre adultes. Mais alors, c'est un jeu totalement déconnade. Hein. L'auteur, c'est Romain Catergian et Théo Rivière. Et l'illustrateur, c'est Fran Collado. Pardon. Et le principe de ce jeu, c'est que tout simplement, vous voyez, on a des cactus. Les cactus, ils ont des fleurs. Plus ils ont de fleurs, plus il y a de risques qu'on se pique. Aïe. Pourquoi? Parce que le jeu, c'est quoi? C'est je vais devoir prendre une carte sur un côté. Gauche, droite, haut ou bas. Et derrière la carte, quand on va la retourner, il va y avoir des épines sur les côtés. Et s'il y a une épine là où j'ai pris la carte, je me suis piqué. Et donc je ne peux pas récupérer la carte. A l'inverse, s'il n'y a pas d'épine là où je l'ai récupérée, je peux mettre la carte dans ma collection pour marquer les points de victoire. Voilà. Voilà en gros ce que c'est Ouch. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est à partir de 5 ans. Donc évidemment, vous comprenez bien que pour notre fille, ça peut être cool. Que le jeu n'est pas forcément hyper complexe. Je voulais juste chercher une petite photo où on voit peut-être les épines. Hop là, voilà. Donc là, vous voyez, c'est le verso des cartes. Donc là, j'ai gagné 2 fleurs. Si j'avais pris la carte là ou là, c'est bon. Mais là et là, il y a des cactus. Je me suis piqué. Et vous voyez qu'une carte a 3 fleurs, il y a 3 côtés qui piquent. Donc aller chercher une carte à 3 fleurs, c'est risqué. C'est un petit peu pour apprendre la prise de risque et le stop ou encore pour les enfants. J'ai trouvé ça assez malin et assez rigolo. Et vous voyez qu'évidemment, une carte à 1 fleur, c'est pas très risqué, quoi. Il y a juste une zone qui pique. Donc voilà. Donc c'est vraiment un petit jeu très rigolo. Et à petit prix. Et à petit prix. On passe à Clash 451, le destin d'Attila, de chez Nostromo Édition. Alors, Clash 451, c'est un jeu de joueurs dont l'auteur est Romain Mathieu, qui est son premier jeu. L'illustratrice est Julie Gruet. Et Clash 451, c'est un jeu d'affrontement où nous allons chacun incarner des différentes armées de l'époque de l'Antiquité, des grands empires. Donc, on va incarner, il y a les Perses, les Romains, les Carthage, les Mongols, voilà, ces peuples-là. Et en fait, on a chacun un deck qui est exactement le même. On a le même deck. Et on va jouer des cartes sur des territoires pour essayer de les remporter. Je vais pouvoir jouer des armées, je vais pouvoir jouer des personnages qui vont avoir des effets. Une fois qu'on a joué nos cartes, on va pouvoir résoudre le territoire, excusez-moi, pour savoir qui l'emporte. Sachant qu'au début, on va pouvoir poser des cartes. Par exemple, là, vous voyez, ce personnage-là, il a posé la carte sur ce territoire. Ce territoire lui appartient pour le moment, mais je vais pouvoir venir le contester. Pour venir le contester, je n'ai pas le droit forcément de venir directement ici. Parce que je vais peut-être construire une petite armée à côté, et après, je vais pouvoir me déplacer adjacente pour venir déplacer mon armée. Et donc, on va se battre sur les territoires. Et c'est pas compliqué, hein, à la fin de la partie, si je sais qu'elle veut gagner le plus de territoires, certains territoires sont des territoires dits marins.
Donc les territoires marins peuvent s'attaquer comme ceci, alors que les territoires terrestres, on va devoir les attaquer adjacents, comme je vous ai expliqué. Voilà, donc petit jeu qui a l'air très malin, très efficace, qui nous fait très envie. On a une boîte, donc qui est trop belle. Ouais, le jeu est très beau. Elle est brillante, tout comme j'aime. Donc on vous en parle très vite, fin mai. On passe à Far Cry Escape from Rook Island de chez Funforge. Alors, Far Cry Escape Room, le Rook Island, donc alors celui-ci on va aller assez vite. C'est un jeu coopératif, donc dans l'univers de Far Cry, le quatrième, pour ceux qui connaîtraient les jeux vidéo, dans l'univers du quatrième, là, avec le fou, là, c'est un des plus connus de Far Cry. Et nous allons donc, en fait, tout simplement incarner ces fameux étudiants qui sont coincés. Et nous allons essayer de nous évader un peu en mode plusieurs chapitres, petit à petit, scénarios pour nous évader en tuant les pépères, etc. pour s'évader, tout simplement. Chaque personnage va avoir une petite particularité, un petit pouvoir, et chacun va avoir des actions, on va pouvoir s'équiper, on va pouvoir tirer, on va pouvoir se cacher, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails dans celui-ci. Gaëlou n'est pas forcément très fan de ça. Ah, clairement pas, non. Et moi, je vous avoue que c'est pas ce qui m'attire le plus, non. Far Cry. Far Cry. On passe à Décal de chez Gigamic avec un K. Ça, déjà, je trouve trop joli la couve. Hein, ça c'est hyper bien pensé. Et puis, on y a déjà joué du coup à Vichy et j'ai adoré. Alors, l'auteur, c'est Claude Clément et l'illustrateur, c'est Joël. Donc, en effet, là, cette petite coupe comme ça, c'est les nouveaux... nouveau format. Nouveau format. Toutes les... Voilà, le 6 qui prend et tout ça vont être comme ça maintenant, en coupe biseautée. C'est la fin des boîtes en métal. Hein, désolé pour ceux qui aimaient les boîtes en métal. Ça va être le format qui remplace... Sympa pour l'été. Voilà, et c'est le format qui va remplacer toutes les boîtes en métal. Décal, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, c'est un jeu qui va reprendre la mécanique de Skyjo, puisque on va reprendre la mécanique du jeu du golf avec un 4x4. Et le but, c'est qu'au début de la partie, comme dans Skyjo, on a toutes nos cartes qui sont face cachée. Au début du tour, on va sélectionner une carte. Par exemple, je sélectionne celle-ci, je la révèle et je la pose au milieu dans le pot commun. À ce moment-là, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, il va choisir une carte et il va venir l'insérer pour que ça reforme le carré de 4x4. Donc là, par exemple, s'il y a ce trou-là, il va pouvoir l'insérer comme ceci, ou il va pouvoir l'insérer comme ceci ou comme ceci. Et du coup, on va décaler nos cartes, d'où le jeu décale. Voilà, je vais décaler mes cartes. Et à la fin de la partie, on va avoir du coup toutes nos cartes de révélées, évidemment. Le twist, c'est qu'à la fin de la partie, il va falloir que nos cartes, elles soient adjacentes entre elles. Parce que toutes les cartes qui sont adjacentes entre elles, par exemple ce lot de 4, ça disparaît. Et toutes les cartes qui sont toutes seules, par exemple pour l'instant à l'heure actuelle ce 5, ce 8, ce 1 et ce 2, c'est des points de victoire. Mais des points de victoire, on n'en veut pas. Puisque le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points de victoire possible. Donc le but, comme dans Skyjo, c'est d'essayer de tout virer et d'avoir plus rien. Voilà. Et donc en fait, le twist de ce jeu, c'est vraiment ce côté jeu décal qui va nous faire réfléchir d'une manière différente. Et quand on n'a pas l'habitude, on va se faire avoir les premières fois. Voilà ce que je peux vous dire sur Décal. Ensuite, Lynx de chez Matago. Alors, Lynx, l'auteur c'est Fabrice Puléo, l'illustrateur c'est Anthony Kestel. Qu'est-ce que nous allons faire dans Lynx? Lynx, lui, va reprendre la mécanique du pierre, feuille, papier, ciseaux et du morpion. Le jeu, c'est quoi? C'est que chacun et chacune, nous allons avoir 12 tuiles, je crois, d'une couleur. Moi, par exemple, le jaune, Gaëlou le vert, une autre personne le bleu, une autre le rouge. Vous pouvez jouer jusqu'à 4. Votre tour de jeu, c'est que je joue une tuile. Je la joue ou face visible, c'est-à-dire en voyant pierre, feuille ou ciseaux, adjacente à une tuile déjà présente. Ou alors, je vais pouvoir la jouer face cachée, comme c'est ceci, si je recouvre une tuile en faisant la mécanique du pierre, feuille, papier, ciseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par exemple, s'il y a une feuille, je vais devoir poser dessus un ciseau. Si je pose un ciseau, je vais pouvoir poser un ciseau. Et le but, c'est comme dans le morpion, de devoir faire un morpion. Le premier joueur qui arrive à le faire remporte la partie. Comment on fait un morpion? Eh bien, ou j'aligne 3 croix comme ceci de face recto, ou j'aligne 3 croix face visible, comme ceci. Alors 3 pour le jaune, évidemment, c'est carré pour le rouge, etc. Et dès que je l'ai fait, j'ai gagné la partie, tout simplement.
Le truc intéressant, c'est qu'en fait, quand je vais venir écraser une position, elle est fixe. Elle ne pourra plus jamais bouger cette position. Elle est là. Alors que quand j'ai joué ça, et ben à tout moment, un joueur va pouvoir venir écraser ma pierre avec un papier et venir prendre ma position. Donc du coup, c'est un jeu à 2 très tactique, très nerveux, et à 4 peut-être un peu plus chaotique, avec un peu plus d'ambiance. Mais vous pouvez jouer aussi à 2 contre 2 en équipe. Et vraiment, moi ça me plaît bien. Ça a l'air très sympa. Si on arrive à avoir une boîte, je vous présenterai bien celui-là. Lynx. On passe à Senjutsu de chez Matago. Non. Voilà. Senjutsu, bataille pour le Japon. Alors, l'auteur c'est James Faulkner et Paul Dehalen, et l'illustrateur c'est Imad Awan. Alors, Senjutsu, c'est un jeu, quand on voit la couve, c'est magnifique, ça donne envie. Et je vous avoue que quand on voit le matos... Ah ouais, ça n'a rien à voir? Bah moi, ça me donne beaucoup moins envie. En tout cas, sur la version boutique, voilà. Donc, le matos, c'est ça. Donc, ici, vous allez avoir les figurines, donc ça peut donner envie. Et en fait, ce Senjutsu, très sincèrement, ça m'a fait penser à un jeu, ça m'a fait penser à Umachid, en fait, au final. Parce qu'en fait, c'est un jeu sur lequel vous allez avoir un deck. Alors, à la différence d'Umachid, vous allez pouvoir construire votre deck de 40 cartes. Vous voyez, donc c'est une des mécaniques du jeu de départ, c'est vous allez construire votre deck, créer votre deck. Ou alors, vous pouvez jouer avec des decks préconstruits qui sont dans le jeu de base. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter des boosters, on n'est pas du tout sur un TTG ni quoi que ce soit. Des decks préconstruits, tout simplement. Une fois que vous avez votre deck, vous allez jouer et vous allez devoir affronter votre adversaire et le tuer. Le premier joueur qui le tue a gagné, comme dans Umachid. Les cartes, ce sont des cartes qu'on appelle des cartes habileté, je crois. Et quand on les joue, elles vont avoir certaines vont avoir 2 côtés, certaines vont avoir qu'un symbole. Et elles vont me permettre de faire des actions de mouvement pour me déplacer, des actions pour frapper. Là où est le sel du jeu, c'est qu'en fait la position, le sens va avoir une importance. Si je suis face à face, si je suis sur le côté, je ne vais pas faire les mêmes dégâts et les mêmes choses. Il y a des cartes qui vont me permettre d'attaquer sur le côté. Et il y a même des cartes où mon adversaire va pouvoir anticiper une attaque et se défendre. Et s'il se fait attaquer par ce côté-là, il se défend. Ça fait vraiment un peu comme un... Ils ont essayé, je pense, de reproduire vraiment thématiquement un vrai combat d'épée. Je me tape, etc. Je recule, j'avance, etc. Et ici, voilà, en fonction de la couleur que c'est, qui est en cours, la couleur active, je vais appeler ça, vous allez déclencher des cartes. Et il y a des cartes, elles ont un bonus de base. Et elles vont avoir un bonus supplémentaire suivant la couleur qui est déclenchée. Là, par exemple, si c'était du rouge, j'aurais fait cet effet-là supplémentaire. Là, si c'était du orange, j'aurais fait cet effet-là supplémentaire. Et voilà, et on va se déplacer, et on va essayer de tuer notre adversaire. Alors, on va pouvoir ce qu'on appelle le stun. Le stun, c'est-à-dire un peu le paralyser. Et on va pouvoir le blesser. On va pouvoir aussi lui faire ce qu'on appelle des blessures sanglantes. Sanglantes, ça veut dire quoi? C'est des blessures qui vont continuer à saigner et lui faire des dégâts. Voilà. Donc, c'est un jeu assez... je pense qu'il se prête très bien à 2. Alors je ne sais pas si tout ça est dans la version du jeu, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises si c'est issu d'un Kickstarter ou pas. Bon, vu le prix du jeu, ça serait peut-être pas étonnant qu'il y ait quelques figurines dedans quand même. Donc c'est peut-être possible que les figurines soient dedans. Alors elles seront certainement pas peintes. Pas du tout. Mais alors peint c'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, voilà. Peint j'adore. Et là on voit bien les cartes par exemple avec les épées qu'on va pouvoir faire. Alors là c'est évidemment pas en français mais voilà. Et ça c'est mon samouraï, voilà, avec mes points de vie, etc. Voilà un petit peu ce que c'est Senjutsu. On passe à Evenfall, aussi de chez Matago. Joli aussi. Alors, Evenfall, l'auteur c'est Stefano Di Silide et l'illustrateur c'est Martin Motet. Alors, Evenfall, c'est un jeu assez attendu. Il a créé une grosse hype à Essen l'année dernière. Et Evenfall, c'est un peu pareil. La couve est magnifique. Mais... Et quand on voit les cartes, je suis moins... Enfin, c'est moins mon style. Je vais pas dire que c'est pas beau, mais c'est moins mon style. Je trouve, c'est... Alors, on voit pas. C'est dans le même esprit, hein. Ouais, c'est dans le même esprit, mais voilà. Je suis un peu moins... Voilà. Alors, le principe, nous sommes des sorcières. Nous sommes des sorcières et c'est un jeu de... Alors, je ne saurais pas vous dire la mécanique. Comment ils appellent ça, eux? Ils diraient quoi comme mécanique? C'est en haut, la mécanique. Deck building, gestion d'ouvriers, gestion de main. Alors, pourquoi gestion d'ouvriers? Parce qu'en fait, on va avoir donc des petites sorcières qu'on va venir se placer sur les plateaux. Et quand on se place, on va récupérer des cartes. Ces cartes, on va venir les construire à côté de notre plateau perso. Et en fait, ces cartes-là, c'est des lieux. Le comparatif le mieux que je puis faire, c'est comme dans Forêt Mix. Vous avez des arbres pour pouvoir y mettre des animaux. Et bien là, vous allez avoir des lieux pour pouvoir y mettre des personnages.
Voilà. Donc vous allez récupérer ces lieux pour pouvoir y mettre des personnages et ces personnages vont faire des actions. C'est un jeu qui va, ça va comboter de partout. C'est vraiment du gros combo, mais aussi il va y avoir de la majorité parce qu'à la fin de votre tour, fin de la manche, vous allez faire les majorités sur chaque plateau pour gagner des points. Donc il va falloir être malin pour essayer d'être majoritaire. Il va falloir se placer pour aller récupérer les cartes qu'on veut. Et ensuite, il va falloir jouer les cartes comme on le souhaite, puisqu'on va aussi pouvoir venir se placer, vous voyez, sur nos cartes, afin de les activer. Sachant que nos cartes, elles ont deux zones, elles vont avoir une zone dite en haut et en bas, et quand elles descendent, c'est là que nos cartes vont marquer des points de victoire. Donc il va falloir trouver des moyens de les faire descendre pour marquer nos points de victoire. Alors c'est un peu dur à expliquer comme ça, parce que c'est vraiment pas simple. J'avoue que je suis quand même assez emballé, j'ai envie de le tester. J'ai vraiment envie de le tester et de voir ce qu'il a dans le ventre. Et surtout vu les retours qu'il a, je pense que c'est ma canne de jeu. Voilà ce que je peux vous dire sur Eventfall. On passe à Inkit de chez Banquise Édition. Alors lui ça va aller assez vite. Donc Jeu de tampon. Et oui, l'auteur c'est Kevin Gauvin et Romain Clément. Et l'illustrateur c'est Jérôme Soleil. Oh, alors, Soleil. Bah alors, quel beau nom. C'est tout simplement un jeu de tampons. En effet, il va falloir utiliser des tampons pour faire deviner des mots. Sachant qu'au premier tour, vous aurez 4 coups de tampon pour dessiner quelque chose et le faire deviner. Au deuxième tour, 3 coups de tampon, puis 2, puis un seul coup de tampon. Pour faire deviner des cartes en fonction d'un nombre de mots, tout simplement. Donc voilà, là par exemple, bon là on peut essayer de deviner que certainement c'est une glace qui a été faite. Ici, probablement que c'est une médaille. Ici, c'est une altère. Mais non, c'est un canard. Ah oui, non, j'allais dire un canard. Une altère, un altère. Un altère. Après, je dis médaille, t'as peut-être raison, c'est peut-être un canard. Hein. Je ne vois pas le mot aussi, c'est peut-être canard. Je croyais écrire un canard, en plus, t'as raison. Et là, c'est une altère. Voilà, donc bah voilà. Avec les tampons, il va falloir essayer de faire deviner les mots. Évidemment, il va avoir un choix de mots, hein. C'est pas juste un mot, il va avoir des cartes et il va falloir essayer de retrouver qu'est-ce qu'il a essayé de me faire deviner. Voilà. Voilà ce que c'est, donc ça a l'air malin, très efficace et très très drôle. Inkit. On passe à Charpentier de la mer du Nord. Alors, Charpentier de la mer du Nord, seconde vague, parce que c'est un jeu qui a été totalement revisité. Donc, l'auteur, c'est Shane Phillips et The Miko aux illustrations. Je ne serais pas vous en dire beaucoup, parce que je n'ai pas trop, malheureusement, d'infos sur ce jeu. J'ai essayé de trouver vite fait. Et comme c'était le dernier jeu de la liste, c'est le dernier que j'ai cherché. Et malheureusement, j'ai un peu manqué de temps. Niveau mécanique, on va être sur la construction et de la gestion de main. Ce que je peux vous dire, et c'est quand même très important, c'est que ça n'a rien à voir avec le jeu originel. Il a complètement été refait. D'ailleurs, c'est bien redit, c'est un jeu entièrement nouveau. Donc, si vous n'avez pas aimé la première version du jeu, vous aimerez peut-être celle-ci. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, c'est vraiment un pur jeu de cartes qu'on va essayer de faire notre petit village. Voilà. Alors, je ne veux pas vous dire des bêtises sur les mechas, donc je ne vais pas vous dire grand-chose là-dessus. Charpentier de la mer du Nord, seconde vague. Donc là, on passe avec l'extension World Wonders Mundo de chez Super Meeple. Donc une extension pour World Wonders qui va rajouter des merveilles principalement supplémentaires et une petite méca supplémentaire. Et ça vous rajoute, je crois, 9 monuments supplémentaires. On passe au Peach Express. Le Konei de chez Happy Meeple Games, qui est déjà sorti du coup aujourd'hui. Donc voilà, Konei, c'est le petit jeu sur les lapins, donc un petit jeu de collection et de tableau building. Un nouveau microgames, le conte des 9 domaines de chez Matago, et c'est un jeu solo. Il n'y a pas de paix. Donc là, c'est un jeu solo, donc pour les jeux solo, je vous invite à aller voir la chaîne de Zugma en solo, qui explique tous les jeux solo. Ensuite, ISS Vanguard, donc toutes les extensions et les accessoires de chez Awaren Realms. Voilà, donc ISS Vanguard, c'est le gros Kickstarter qui est enfin arrivé, qui était assez attendu. Donc si vous voulez une histoire narrative dans l'espace, où vous allez avoir un vaisseau, vous déplacer et vivre une aventure incroyable dans les étoiles, eh ben, il est sorti. ISS Vanguard. Touch It. Il y a 3 gammes, du coup, animaux, Japon et monuments, et c'est de chez Atalia. Alors, je vais vous prendre le Japon comme exemple, mais sinon vous avez entendu les autres. Donc, 3 produits dérivés de Touch It, tout simplement. Donc, on a dit Japon, animaux et monuments. Un nouveau format de Secret Identity de chez Funny Fox. Alors, Secret Identity qui a été totalement revisité.
C'est-à-dire qu'ils ont totalement changé le format. Ils ont tout réduit pour que le jeu soit moins cher. Les clés ont disparu. Les cartes ici, les petites cartes ont été... Le plateau a été réduit. Le petit plateau ici. Et maintenant, vous allez mettre toujours là les petits trucs, mais il n'y a plus de système avec les clés. Ils ont enlevé tous ces matos là. Et à la place de clés, vous allez tout simplement vous donner des cartes. Est-ce que tu as, peut-être sur Facebook, la zone de jeu de Gaëlou Simpli et Chico, ou soit sur Instagram, si tu peux mettre les liens, voilà. Max, Si tu veux. là je t'ai mis le lien d'Instagram. Oui, et puis Facebook, c'est le nom de notre chaîne. Mais si tu veux nous Voilà. chuchoter, normalement tu fais clic droit sur notre pseudo chuchotement. Mais sinon sur Instagram, si tu veux, tu nous suis là, tu suis sur Insta si t'es Insta. Tac, tac. Ensuite, extension, enfin, un standalone aussi de Star Wars Villainous, Vermine et Trahison de chez Ravensburger. 2 L. Ah, c'est bon, il y a 2 L. Oui, je sais qu'il y a des... Ouais, Donc voilà. Star Wars Villainous, Vermine et Trahison, donc c'est une extension et un standalone du coup a priori dans le même univers de Star Wars, et cette fois-ci vous allez pouvoir incarner Boba Fett, la 7e sœur et Cad Bane dans l'univers de Mandalorian. Ensuite, tac, tac. Chocoboss Dungeons de chez Square Enix. Alors Chocoboss Dungeon qui est un jeu dans l'univers du jeu vidéo a priori qui existe. Je vous avoue que je suis pas du tout hypé par ce jeu qui m'a pas... J'ai regardé vite fait, ça m'a pas du tout attiré. Donc si jamais ça vous intéresse, ça sort. The Smashers Coach Batter de chez Aura Games Legend. Alors, c'est S-M-A-S-H-E-R. Non, il n'y a pas de T. Donc The Smasher Call Batter. Donc un jeu où on va plonger au cœur du Coach Batter, le fameux tournoi de la Legendary Sponsor League. Bon, je vous avoue que là, là c'est le genre de jeu de société pour moi, c'est pas du tout pour moi. Là, en plus, je suis vraiment pas fan du tout des illustrations. Ensuite, nouveau TTMC Access de chez les éditions de base. Donc ça, vous savez que la gamme Access essaye de faire des jeux pour les malvoyants. Et donc, ils ont sorti TTMC Access. Hollywood 1947 de chez Lucky Duck Games. Donc pareil, Hollywood 1947 est un jeu qui est plus un jeu d'ambiance, voilà, sur la cinématographie. Donc n'hésitez pas à vous intéresser si vous aimez cette gamme sur les jeux de livres. The Elder Scrolls 5, Skyrim The Adventure Games de chez Modifius. Donc le jeu dans l'univers de Skyrim, qui est juste un des jeux vidéo les plus connus au monde. Donc si jamais ça vous intéresse, ben voilà, The Elder Scrolls 5, Skyrim The Adventure Game est sorti. Là, il y a 2 jeux en format mini qui sont Bazar Bizarre. Non, il n'y a pas de R. Ouais. Non, il n'y a pas de E. Mini, tu vois. Donc voilà, Bazar Bizarre en format mini. Et ensuite, Picomino. CK. Et Pico Mini, donc les mêmes jeux, mais en format mini, transportable et de poche, en voyage. Ensuite, Rallyman Dirt plus les extensions de chez Holy Grail Games. Donc voilà, tout Rallyman qui a été repris par Synapse maintenant, et plus chez Holy Grail justement. C'est Synapse qui a repris toute la gamme. Et donc, ce n'est plus Holy Grail, hein, c'est une erreur. Ouais, oui, parce qu'il me semblait bien qu'ils étaient plus, quoi. Ouais, je vous confirme que c'est plus Holy Grail, c'est Synapse qui a repris tous les droits de Rallyman et qui du coup les ressort tous, justement. Donc, si vous avez aimé Rallyman, ben voilà, toute la collection va ressortir. Escape Room, le jeu défi. Donc, il y en a 2 de chez Riviera Games. Donc voilà, des nouveaux Escape Room, le jeu défi. Donc Joe vous faut s'évader. Là, il y a la gamme Sologique. Il y en a 5 de chez Jeco. J'ai mis Sologique. Comme ça? C'est pas zoologique? Non.
Voilà, c'est tout ça. Donc vous avez toute une gamme de zoologique qui sort. Donc vous avez Wondamino, Ziz Animal, Wild Animaux et Logic Garden. Des jeux plutôt pour enfants. Memo Lunch de chez Jeco. Donc Memo Lunch, un petit jeu pour enfants aussi qui arrive. Mind Me de chez Kiyu. Donc Mind Me, lui, c'est un jeu d'ambiance à mi-chemin entre Je n'ai jamais et Le Juste Prix. Donc voilà, de genre... Je n'ai jamais... Donc voilà le genre de jeu d'ambiance. Moi, si on me dit chanson insupportable, je pense il faut essayer de trouver Allez. Kenji. J'en étais sûre. Ah, il aime pas Kenji. Moi, j'adore, mais il aime pas. On passe à Qui Pourquoi de chez Blue Orange. Alors, qui pourquoi, c'est dans Bienvenue dans le monde des Ikoto, des créatures uniques et loufoques prêts à vous faire n'importe quoi. Voilà. Un jeu d'ambiance pour 3 à 8 joueurs. Un nouveau carte Aventura Résistance de chez Blam. Et donc, Carte Aventura Résistance, donc cette fois-ci, ça va se passer lors de la Seconde Guerre mondiale en 1943. Toujours le même principe, et c'est 6 belles illustrations. Et c'est fini. Et le pitch express est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.